Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. Et maintenant, j'accueille Sonia Dubois. Au menu, une lettre de Janine. Allez. Janine a des problèmes avec ses gros lolos. Elle fait du sensé. Du sensé. Du sensé, oui. On peut s'en occuper. Ben oui. On va s'y mettre. Alors, pas d'homme, pas de sport, pas de fantaisie, rien du tout. Mais c'est plus une vie, c'est un vrai calvaire. Alors, Janine, écoutez-moi. Vous allez relever les épaules, bomber le torse et vous sangler la taille dans une ceinture. Vous avez des seins à faire pâlir d'envie, hein, nos mannequins fil de fer. Alors, puisque vous les avez en obus, comme Marilyn, oui, Jane Mansfield et Lolo Brigida, eh ben vous allez me jeter au feu cette espèce de paire de gants de toilette en tulle blindé. Tout le monde en a parlé à retrouver Sonia Dubois, rive gauche à Paris. Comme chaque matin, l'ex-chroniqueuse emmène son fils Hippolyte à la crèche. Vous savez, dans ma vie, tout est ritualisé depuis que j'ai mon bébé. D'abord, tout se fait à l'heure. Il se réveille tous les jours à la même heure, on prend le biberon à la même heure. Après la télé, le dada de Sonia, aujourd'hui âgée de 48 ans, c'est son enfant. Déposer mon bébé à la crèche, c'est un truc que je fais pour lui, avec la conscience que c'est bien, qu'il faut aller dans la vie, qu'après de toute façon il y aura l'école. Pour moi, c'est une culpabilité abominable. Hippolyte entre de bonnes mains, Sonia retrouve son mari à l'heure du petit déjeuner. Pour eux deux, jeunes parents, tout tourne autour de leur enfant. Quelquefois, c'est pas violent, mais enfin, ça gueule à la maison, hein. On est d'accord sur rien, en gros. Bah, on est du Sud. On est du Sud, voilà. Enfin, toi, t'es du Nord, plutôt. Oui, je suis du Nord du Sud. Fini le rythme un peu froufrou de la télé, Sonia profite désormais de son temps libre pour faire du lèche-vitrine et dévorer les livres de cuisine. Je ne fais absolument pas la cuisine, mais je suis nulle en cuisine, mais une buse, mais une bille. En revanche, j'ai chez moi des bouquins de cuisine, tous plus beaux les uns que les autres, parce que je lis ça ou comme un roman, ou comme un livre d'art. En fin de matinée, retour à l'appartement familial. Ah, voilà les factures. Le pire moment de la journée. Souffle. Il est temps de travailler. Ah, ça, c'est une maison avec un bébé, hein. Il y a du fouillis. On habite au rez-de-chaussée, donc on a l'impression d'habiter dans une petite maison. Et puis Hippolyte a deux petites copines qui ont 7 ans et 3 ans. C'est une fois que vous entendez ça. Désormais, Sonia Dubois est auteure, mais là encore, Hippolyte n'est pas très loin. Je travaille donc en ce moment avec le papa d'Hippolyte. On fait des chroniques romancées sur la vie de notre bébé, mais la vie de notre bébé sous l'angle de parents qui ont 50 ans. Après l'écriture, Sonia se consacre à son second métier, ambassadrice pour Jenny Craig, un programme minceur qui comprend à la fois nutrition, forme et bien-être. Pas l'habitude d'être ce qu'on appelle une égérie ou un modèle. Je sais, j'ai conscience que j'emmène derrière moi ces femmes et ces hommes qui ont décidé de m'assir. Ça n'a pas de prix. Nous retrouvons Sonia quelques semaines plus tard, toujours en plein cœur du quartier latin, quartier littéraire. Aujourd'hui, elle se prépare à la lecture d'une pièce avec la metteur en scène Isabelle Ratier. Oh, comment tu vas, ma beauté? Très bien, et toi? Oh bah, quand je te vois, c'est le soleil. Deux petits cafés? Oui. Deux cafés. Deux cafés, deux verres d'eau? Merci beaucoup. Oui. Merci. Avec Sonia, on a fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Sonia est venue faire les monologues du vagin.
Ah, c'était formidable, la rencontre professionnelle et amicale. C'est vrai. Parce qu'il faut, je ne ferai des progrès que si je travaille énormément. Alors, je t'ai fait les deux que tu m'avais demandé. La sortie au théâtre et la lettre d'amour qui est quand même... La lettre d'amour qui est quand même extraordinaire. Extraordinaire. La lettre d'amour, Munich, le 33 janvier 1925 et demi. Voilà. Cher. Les mains en pleurs. Je prends dans mes mains mon porte-plume et je t'écris. C'est bien. Tu vas la refaire. Essaye de faire... en fait, fais plus encore suivre le sens. Mains en pleurs, je prends mon porte-plume et je t'écris. Je t'écris. Mais mets-le à l'intérieur. Hein, ah oui, d'accord. C'est encore plus simple que ça. Hein. On se dit au revoir, ma puce. Bonne mise en scène. Auteur, égérie, actrice et maman. Je m'en vais chercher mon petit garçon à la crèche, on vient jouer là. Allez, ciao. Sonia pourrait également très bientôt monter sur scène pour un one-woman show. Et maintenant, la lumière se rallume sur Sonia Dubois. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci Thierry. Alors Sonia, vous êtes née le 20 octobre 1963 à Cambrai, oui. De parents épiciers fromagers. Absolument. Alors à la naissance, vous êtes déjà un gros bébé, vous faites 5 kilos. Hein. Et ensuite, vous êtes une petite fille ronde, trop ronde. À 11 ans, on vous impose un régime drastique, avec prise d'amphétamine. Est-ce que vous avez pris du Fringanor, du Mediator, enfin toutes ces substances Non, parce qu'à l'époque, il n'existait pas. J'ai pris ce qui était à l'époque interdit maintenant, qui s'appelle le Dinatel, et dont les conséquences neurologiques étaient terrifiantes. Terrible. Alors à l'époque, il n'est pas question de psychologie. On dit elle mange trop, donc il faut qu'elle mange moins. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de prise en charge. Ah bah, aucune. On est dans une époque absolument cartésienne où l'esprit n'a rien à voir avec le corps. Mes parents sont des gens qui travaillent dans un métier de bouche, donc fatalement, ils n'ont pas d'autorité sur moi, ce qui est hyper culpabilisant pour eux. Et elle bouffe trop, donc elle est grosse. Alors, le problème, c'est qu'après tous ces essais, à la fin de votre adolescence... Ah, là, je deviens obèse. C'est-à-dire que de l'enfant ronde que j'étais, je suis essoufflée déjà dans les régimes à 18 ans. Et là, ça va devenir tragique. Enfin, tragique, oui, un peu. Alors donc, vous avez une enfance pas gaie, quoi. Vous êtes ronde, vous portez d'énormes hublots. Oui. Vous êtes au pensionnat où on vous fait bien sentir que vos parents ne sont que des petits commerçants. Et vous rêvez d'être Sissi. Absolument. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, Sonia? Je veux être Sissi. Parce qu'en plus, j'avais un cheveu sur la langue. Oui. C'est vrai que même avec vos kilos, vos lunettes, votre appareil dentaire et votre cheveu sur la langue, quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites, quand je serai grande, je serai connue. Je pense que Simone Signoret avait raison quand elle disait « Je mets au défi une seule petite fille au monde à 5 ans de dire autre chose que je veux être connue, et connue au sens, pas connue comme maintenant, mais vedette de cinéma. Alors à 15 ans, vous rêvez d'être espionne. Vous partez apprendre le russe à Valenciennes. Et puis vous lancez dans les études de philo. Et c'est pendant ces études de philo qu'en jouant les animatrices sur Radio Arc-en-Ciel, une station locale de Lille, vous tombez amoureuse de Christophe, qui est le régisseur de la station de radio, en fait. Tout à fait, qui lui est aussi myope que moi, plus brillant quand même, parce qu'il a fait sup-spé, intégré une grande école, et je trouve ce garçon brillant, et ça me séduit. Et voilà, en 1985, vous avez 22 ans, vous vous mariez tous les deux à Cambrai, et à l'époque, vous dites le divorce est une chose absolument inenvisageable pour moi, donc vous êtes vraiment mariés pour la vie, quoi. Là, vous quittez le Nord pour Paris. Vous venez faire votre doctorat de philo. C'est assez trapu parce que votre thèse, c'est le concept d'unité chez Lévinas et Derrida. Enfin, c'était l'unité et justement ce qui n'était pas l'unité, parce que l'un et l'autre ont travaillé justement sur l'éparpillé et l'unité. Oui, comme vous dites. Mais alors, vous raterez l'agrégation parce que vous êtes passionné de mode, vous préférez courir les défilés avec vos amis stylistes. C'est vrai. Très, très branchés mode. C'est vrai. Et là, en attendant, vous vous lancez dans le journalisme, enfin le journalisme, vous faites le courrier des lecteurs. À Télécassette et à TV Câble Hebdo. Et là, un jour, dans une fête du Beaujolais Nouveau, à Montmartre, vous croisez Nathalie Cotte du magazine Glamour, qui vous demande de participer à une séance photo pour son magazine sur les rondes. Voilà. Et là, Christine Bravo tombe sur Glamour. Miracle. Vous êtes invité dans l'avant-dernière émission de Merci et encore bravo. Et puis, vous êtes engagé pour Froufrou. Et voilà. Ça, c'est le miracle. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est vrai.
Alors au début, vous faites un peu le courrier des lecteurs dans Froufrou, mais après vous faites la mode. Et moi, je me souviens de vous, voilà, vous vous appeliez Gauthier, pour vous c'était Jean-Paul, quoi. Oui. C'était tous vos amis, vous les connaissiez? C'était extraordinaire parce que je les regardais, Thierry, avec ce regard de petite fille de province qui a la chance de les rencontrer. Et j'étais à la fois admirative de leur travail, parce que ce sont vraiment des artistes, et admirative de ma situation, c'est-à-dire d'avoir eu la chance de pouvoir les côtoyer. Ouais, c'est un rêve. Hein. Oui, c'est un rêve. Alors là, vous devenez star, l'émission est un gros carton, faut dire, hein, c'est énorme. C'est arrivé assez vite, finalement, votre célébrité, non? Bah, Thierry, on fait la première émission, j'y suis pas, parce que vraiment, c'était pas montable, ni montrable. La deuxième, et je crois qu'à la quatrième, toutes les filles... On était connus, ça y était. Il y avait la jolie, la ceci, la pro, l'écriture, celle qui avait une plume, et la grosse. Et voilà. C'était reparti. Et c'est voilà. Quelle a été la réaction de votre entourage à ce moment-là? Alors, ma mère et mon frère étaient absolument ravis, mais avec ce ravissement naïf des gens chez qui il y en a un qui réussit. Papa était foudrage parce qu'il trouvait que je ressemblais à un de ces personnages de cinéma italien qu'il déteste et il voulait pas du tout que je donne cette image-là de moi. C'est-à-dire que mon père me rêvait vraiment aux 20h. Aux 20h. Ah, si tu fais de la télé, c'est pour faire le 20h, c'est un minimum. Donc cette petite gaudriole ne le... C'était pas très... Non, il a mis du temps. Et puis un jour, je me suis aperçue que de tous, c'était lui qui découpait les articles de journaux, les photos, tout ça, sans jamais en parler. Et Christophe, il a réagi comment, votre mari? Christophe, je crois qu'il a été prodigieux. Prodigieux de retenue, de maîtrise, de recul. Et en même temps, je crois que c'est quelqu'un qui, 20 ans durant, et avec le recul du temps maintenant, je comprends, ça use, m'a poussé toujours. Seulement pour pousser quelqu'un, il faut de l'énergie, beaucoup. Il faut faire abstraction de soi-même aussi. En plus. Alors, quelles ont été vos relations avec les médias à l'époque? Tout ce qui était populaire, sympa, j'adorais. Il y a eu un peu de choses trash que j'ai moins aimées. On a cherché des choses pas très jolies. Et puis, il y avait un truc qui était quand même... qui a eu raison de moi, d'ailleurs, parce que j'étais jeune et je ne connaissais rien à l'affaire. On a cherché à monter les filles les unes contre les autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'était vraiment pas bien. Votre vie privée a souffert de votre médiatisation? Je crois, Thierry, que j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Ça m'a... la médiatisation si jeune, pour quelqu'un qui n'y était absolument pas fait, était très inhibante. En fait, j'en ai pas eu. Je pensais que c'était tellement essentiel, que c'était tellement important, que j'ai tout donné, vraiment. Vraiment, j'en ai pas eu. J'ai raté ça. Votre vie privée? Oui, j'ai été bouffée complètement. Alors, l'aventure Froufrou vous a rapporté un peu d'argent quand même, non? Ah bah oui, je veux. Surtout qu'en même temps, je fais RTL. Bah oui. Vous en avez gardé un peu? J'avais gardé un peu de choses jusqu'à mon divorce. Alors, le meilleur moment de cette époque Froufrou, disons, c'est quoi? La liberté. La liberté d'avoir Thierry Ardisson et Christine Bravo en face de moi qui me disent, d'abord qui me disent OK pour le faire. C'était pas gagné d'avance. OK pour être déguisé, OK pour faire un faux. Enfin, c'était totalement burlesque. Il y avait des moments fous. Quand même délirant. Et cette liberté, cet envol-là, c'est merveilleux, c'est magique. Le pire moment de l'époque, c'était quoi? Elles n'ont pas forcément été gentilles. Oui, c'était très dur, Thierry, vraiment. Alors, évidemment, à l'époque, vous êtes extrêmement populaire parce que vous êtes la première grosse dame que les gens voient dans le poste. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était avant Marianne James, avant Boccolini, avant Damido. Vous étiez la première qu'on mettait à la télé, quoi. J'ai été la première... Il y a eu un premier noir, il y a eu une première beurette, et ben il y a eu une première grosse. C'est ça. Voilà, dans les minorités visibles, j'ai été la première. Mais oui, Thierry. Et pourquoi ça s'est arrêté, Bravo et vous? Oh, ben, je vais vous le dire. Alors, c'est bêta comme tout. Guy Job, à l'époque, réalise une émission pour TF1, qui est donc notre concurrent direct, qui s'appelle Histoire d'en rire, et je vais raconter une blague, et je le dis pas. Et je le dis pas. Et Bravo me dit, mais t'es qui? T'es qui pour pas me dire que tu... Oh, et ça monte, et ça explose. Enfin, ça dure 10 secondes, en fait. Et ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé comme ça.
Alors, et c'est irrattrapable avec ça, Christine, parce que Christine, on l'a trahie, elle est viscérale. Elle est entière, oui. Alors, été 94, vous êtes chroniqueur dans De quoi j'ai l'air avec Gérard Rolls sur France 2. Oui. Vous retombez pas mal sur vos pattes, finalement, à l'époque. Mais pourtant, vous faites une grosse déprime. Sur la plage, vous vous apercevez que vous pesez 130 kilos. Vous dites, je suis une baleine échouée, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je suis passée des 90-15 sympathiques, encore vivables, rondouillards de chez Christine, à franchement quelqu'un qui a, dont la première chose qu'on dit, mais enfin, c'était pathologique. Et ça, c'est... Voilà, alors de retour à Paris, votre rapport à la nourriture devient morbide, un petit peu comme dans la grande bouffe. Vous mangez du matin au soir, vous vous suicidez en bouffant, quoi, comme Andrea Ferréol dans le film, et vous sombrez un peu dans le flou, là, à ce moment-là. Vous savez, Thierry, je pense que passer un certain nombre de calories par jour, on libère des endorphines. On est comme quelqu'un qui prend une drogue forte. D'ailleurs, c'est une addiction, c'est une drogue effroyable parce que c'est comme l'alcool, on en trouve à tous les coins de rue. C'est ça le problème, bien sûr. Et ça coûte moins cher que les drogues dites chic. Et je vis, d'abord je vis couchée la plupart du temps et je ne fais que manger et tout m'arrive comme un écho. Le monde m'arrive comme un écho. On perd ses sens, vous savez. C'est là que vous vous souvenez du conseil d'un ami attaché de presse qui vous avait dit « Tu devrais essayer la clinique Perfect Line ». Voilà. Alors vous arrivez à la clinique, aux Champs-Élysées, vous dégoulinez évidemment, parce que vous pesez 130 kilos, vous êtes en nage, quoi. Et vous expliquez au toubib que vous voulez perdre 60 kilos, c'est-à-dire la moitié de votre poids, c'est pas rien quand même. Hein. C'est plus que le poids de beaucoup de femmes, 60 kilos. Ouais, c'est ça. Au départ, tout le monde me dit, écoutez, perdez-en 30, revenez déjà dans pas une normalité, mais enfin quelque chose de vivable pour vous, et puis on verra. En 95, l'objectif est atteint, oui. Mais alors que vous revenez à la télé, une question vous tourmente, comment va réagir le public en voyant la nouvelle Sonia Dubois? La Sonia Dubois mince, presque maigre, et vous dites, je devais bientôt me rendre compte que quelque chose était cassé, quoi. Vous savez, Thierry, on trahit jamais les siens. La vie, c'est pas intellectuel. La vie, c'est viscéral, c'est plein d'empathie, c'est plein de sentiments, de ressentis. Et pour les femmes, j'étais populaire parce que j'étais ronde et que quelque part, je racontais à toute une partie de leur vie. C'est-à-dire, elles ont toutes des ennuis et j'avais celui-là qui était visible. Donc j'étais sympathique, mais n'y voyez aucun égotisme. Ça me rendait sympathique. Et voilà que je trahissais. Voilà que je rentrais dans la norme, donc qu'est-ce qu'il allait advenir de moi? Et beaucoup me l'ont dit. Alors voilà, désormais vous n'êtes plus la rigolote dodue de froufrou, mais la femme qui a perdu 60 kilos, quoi. Donc ça vous catégorise autrement, quoi. Eh ben, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, beaucoup d'autres vont aussi me demander comment j'ai fait. Et va commencer une autre partie du chemin. Alors voilà, ensuite vous referez de la télé, mais disons jamais avec le même succès que Froufrou. Vous passez beaucoup de temps à l'étranger aussi à l'époque, ce qui n'arrange rien, ce qui n'aide pas, parce que vous expatriez à cause du travail de votre mari, Christophe. Et puis en 2006, c'est le coup de grâce, après 23 ans de vie commune, Christophe vous met à la porte. Ah, ça a été raide. Ça a été violent, très très violent. Je crois sincèrement qu'on s'en remet jamais. Non. On continue, mais on s'en remet pas. Puis avec des mots en plus qui sont... Ah oui, ça a été très dur. Très violent. Vous vous retrouvez à la rue, là? Ah oui, je suis à la rue. Vous dormez sur des bancs, vous faites votre toilette sur des bancs. Au théâtre? Heureusement, je retombe sur mes pattes au théâtre, donc... Et c'est les Amazones? Et c'est les Amazones. Mais les Amazones m'ont sauvée. Et heureusement qu'il y a eu les Amazones, parce que sinon vous auriez coulé à pic. Ben oui, parce que je fais partie de ces gens qui veulent pas ennuyer leurs parents. C'est-à-dire, je n'osais pas du tout le dire à mes parents. Mais je me demande ce que je serais devenue. Et vos parents n'ont rien su? Mes parents ont su que j'allais bien quand je suis allée mieux. D'accord. Mais non, ils n'ont pas su. Vous leur avez épargné ça? Oui. Alors, ce qui ne va rien arranger, c'est votre participation à une émission de télé-réalité de TF1 qui s'appelle « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Et c'était dans la jungle guyanaise, non? Nous étions au Brésil, à côté de Teresópolis. Oui. Ça, non, ça... Vous voyez, Thierry, dans ce qu'on ne doit pas faire dans une vie, il y a ça. Et depuis, vous avez eu du mal à recevoir des propositions d'emploi depuis cette télé-réalité? De télé, j'en ai pas.
Ah ouais. Et ça m'ennuie. Ouais. Ça m'ennuie. Profondément. Alors heureusement, il y a le théâtre. Hein. Ah oui. À 45 ans, vous êtes toujours sur les planches. Et puis la joie d'être maman. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire ce que vous êtes arrivé. Parce que à 45 ans, c'est quand même... vous dites, c'est un bébé miracle, je ne devais pas avoir d'enfant. Je ne devais pas avoir d'enfant parce que j'avais une pathologie assez lourde, que j'ai eue jeune. Ouais. Donc c'était fait. Alors ça, pour le coup, c'était réglé. Oui, vous en aviez pris votre parti. Ah oui, vraiment. C'est pas aisé, mais enfin, c'était réglé. Ouais. Et voilà que ça m'arrive. Ça, c'est sublime, hein, Thierry. Alors, aujourd'hui, Sonia, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque Froufrou? Je crois, Thierry, que je suis née mélancolique. Ah. Donc. Oui. Oui. Ouais. Oui, bien sûr que oui, parce qu'on avait 20 ans, parce que ça marchait, parce que c'était comme nulle part ailleurs de Cône, Gildas, apparemment léger et plein de travail. Vous avez de la rancune, par exemple contre Christine à l'époque, de vous avoir viré comme ça sur un claquement de doigts, vous lui en voulez? Non, mais j'aimerais qu'un jour, on se revoie et qu'on se dise que maintenant on est vieille et qu'il faut même humainement passer sur ça. Ouais, ça serait bien. Ouais. Oh là, ça serait bien maintenant. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Sonia? J'aurais été plus pugnace. Je ne serais pas partie à chaque fois que quelque chose n'allait pas. Je me trouve assez lâche. Souvent, j'ai baissé les bras. Et Froufrou, par exemple, vous pensiez que si vous étiez réimposé, vous auriez pu rester dans l'émission? Oui. Je pense qu'il fallait être comme elle. Hein. Ouais. Elle cherchait ça. Ouais. Oui, bien sûr. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Ah, c'était une chic fille. Bah, j'aurais dû la rappeler. Merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. J'accueille Christophe Rocancourt. Quelle a été l'identité que vous avez préféré prendre? Rockefeller. Quelle identité avez-vous gardée le plus longtemps? Rockefeller. Quelle identité était la plus difficile à porter? Rockefeller. Quelle identité était vraiment une mauvaise idée? Rockefeller. Quelle identité vous ressemblait le plus? Écoute, tu vas être surpris. Rocancourt. C'est à Paris que tout le monde en a parlé à retrouver Christophe Rocancourt. L'homme nous a rejoint devant sa librairie préférée, l'une des plus réputées de la capitale. J'aime les livres et je vais regarder les beaux livres. À 44 ans, il semblerait que l'ancien usurpateur d'identité se soit trouvé une nouvelle vie, amateur d'art. Boileau. Moi j'aime les vrais gens, une vraie gueule. Après avoir passé plus de 12 ans en prison, Christophe Rocancourt entend bien ne pas sombrer dans l'anonymat et va maintenant se lancer dans le cinéma, presque par facilité. Je crois que je vais m'orienter dans la carrière d'acteur. Parce qu'on peut prendre du fric facilement, et comme je l'ai fait dans la vie normale. Puis c'est bien, ça me permet de m'évader. Oui. Après 10 années vécues sous de fausses identités, nul besoin de demander à Christophe s'il sait jouer la comédie. Jean-Yves Liénard, qui est mon avocat d'ailleurs. Lui aussi, voilà. Et j'avais très envie de travailler avec Christophe parce que le personnage est quelqu'un de très intéressant. Et je pense qu'il a une certaine fascination sur le public. Les gens ont envie de le découvrir, les gens ont envie de le voir, les gens ont envie de l'entendre. Donc c'est un petit peu le départ de mon projet. Christophe Rocancourt aura le rôle d'un magistrat dans un film qui retrace sa vie. Donc on va mettre des acteurs qui ont l'habitude d'être Le monde judiciaire colle à la peau de Christophe, même si aujourd'hui il se dit repenti. Nous avons maintenant rendez-vous avec l'un de ses amis, Christian. Lui a fondé le GIGN, fondateur du GSPR, l'homme de Mitterrand, 13 ans. Voilà, décoré de la Légion d'honneur. Il l'a mis où? Voilà. Et ça, c'est Luigi, notre fameux Luigi. Tu vas bien? Donc voilà, l'intégrité.
On aime ou on n'aime pas, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais on ne peut pas a priori décider que tel homme est bon et tel homme ne l'est pas. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Christophe Rocancourt a imprimé son nom dans l'histoire du grand banditisme. C'est son fait de gloire. Décrié par certains, chez d'autres, il suscite encore la fascination. Il est généreux. Avec tout le mérite que je lui dois. Je l'ai suivi dans la presse. Ce qu'il a fait, c'est magnifique. Comme, on va dire, Spadjari. Sans haine, ni violence, ni armes. Je le considère comme même mieux qu'un voyou au col blanc. Merci. C'est un garçon qui est adorable et très attachant. Voilà. C'est un vrai sentimental. On peut le définir comme ça. Ciao, Luigi. Le tableau de famille ne serait pas complet sans une visite chez l'avocat de Christophe. Dites-lui qu'il me rappelle dans les 2 minutes sur le portable, je suis boulevard Raspail. Arnaqueur, écrivain et désormais acteur, Christophe a des droits qu'il se doit de faire défendre par un avocat qui ne manque pas d'humour. Christophe Rocancourt est quelqu'un qui vit sobrement. Si je dis la vérité sur Christophe Rocancourt, c'est quelqu'un d'abord d'ascétique. C'est ce qu'on appelait un anacorète. Il pourrait vivre dans un monastère. Mais véritablement, il a besoin de rien. 800 000 € de temps en temps, mais pas plus que ça. Enfin, je veux dire, il faut que ce soit vraiment de temps en temps. Non, mais il est 800 000 pour le mois. Oui. Non, t'as mis 3 mois à les claquer. Pardon. C'est vrai que là, j'ai fait des économies. Il a besoin d'un petit procès de temps en temps pour que l'adrénaline remonte et que la vie lui semble un peu désirable. Mais sinon, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de peu, qui vit de peu, qui n'est pas celui qu'on croit. Voilà. Il a l'air sympathique, il ne l'est pas du tout. Donc, voilà. Ça, c'est le compliment. Entre cynisme et sincérité, où se trouve la vérité? Christophe seul semble la détenir, mais ne veut pas la partager. Et maintenant, la lumière se rallume sur Christophe Rocancourt. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Alors Christophe, vous êtes né le 16 juillet 1967 à Honfleur. Votre père, Daniel, était maçon, alcoolique aussi. Oui. Votre mère, Annick, était prostituée. Vous dites « je viens du ruisseau ». C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Alors vous racontez qu'à l'âge de 5 ans, votre mère vous abandonne dans une voiture et vous sectionne l'auriculaire en claquant la porte. Oui, elle ne le fait pas exprès, mais elle ferme la porte et donc le doigt part. Vite, elle est partie sans se retourner. Oui. Sans doute la chose la plus dure. Ouais. Vous avez gardé de tout ça une haine qui motivera vos aventures futures? Pas une haine, non. Un goût pour l'aventure, mais pas de haine, non. Un désir de revanche? Sans doute, inconsciemment. Ouais. Vous dites, quand on est prolétaire, on ne pense pas avoir de valeur. C'est le complexe du pauvre. Les vrais courageux sont ceux qui se lèvent tous les matins. Ce qui est vrai. Ouais. Tout à fait. Vous avez 5 ans quand votre mère vous abandonne. Vous êtes recueilli par votre grand-mère paternelle, mais déjà, vous avez de mauvaises fréquentations. Et à l'âge de 10 ans, vous êtes confié à l'assistance publique. C'est exact. À quel endroit? Saint-Germain-Village. À 15 ans, après de multiples fugues, vous partez à Paris et c'est là que vous rencontrez Gilles, dit Gigi, un avocat. Vous dites j'étais son animal de compagnie. Ouais, c'est quelqu'un qui avait une démarche mondaine et chose que je ne comprenais pas, mais qui avait quelque chose de très humain. Hein. J'ai appris beaucoup et je le remercie. Hein. Tout à fait. Il vous aimait bien? Oui, et je l'aimais bien aussi. Il vous a ouvert les portes de Paris? Oui, Castel et la princesse de Beauvau-Craon, Anne de Bavière. On est parti pour la Boumba. C'est là que vous commencez dans l'arnaque, donc extorsion de fonds, chèques sans provision, falsification d'actes notariés, trafic de fausses monnaies, cambriolage. Et vous allez en prison? Oui. 5 fois? Exact. Très jeune, oui. On commence très jeune. Ouais. Et c'est pour pas retourner en prison une 6e fois que vous prenez la fuite pour Los Angeles, exact. Où vous arrivez en 1991. Exact. Alors là, vous repérez très vite le point de rencontre des Français, le Café Maurice. Café Maurice, c'est là que les choses commencent. Ouais. Très sympa. Un mec très bien, d'ailleurs. Maurice Azoulay. Ouais, c'est un super mec. Là, vous habitez Bel Air. Oui. Quand même. On aime bien les beaux quartiers. Hein. C'est mieux que Beverly Hills. C'est un ton au-dessus. Ouais. Vous fréquentez Mickey Rourke. Mickey, j'ai plus que fréquenté. J'ai vécu 3 ans avec Mickey. Ouais. Il y a une vraie amitié avec Mickey Rourke. Fréquentez aussi Jean-Claude Van Damme. Ouais, Jean-Claude, ouais.
Mec sympathique, bon, radin comme une pince, mais sympathique. Ah oui. Il ne peut pas s'empêcher. Il y a des gens comme ça qui ont ce qu'il faut, mais ils sont durs. Ça arrive. Alors là, à Los Angeles, vous faites passer pour le fils de Dino De Laurentiis. Et je rencontre sa fille, Dino, à l'hôtel à New York, au Caroline. Et je me souviens toujours, il y a le concierge qui me dit tiens, votre sœur est arrivée. J'ai dit, ah bon? J'étais dans le même hôtel. J'ai pris les devants, j'ai appelé dans la chambre. J'ai dit, bah, c'est marrant, on a le même nom. Donc j'ai glissé l'histoire. Voilà. Fils de Sophia Loren aussi. Sympa. Il y avait du monde au balcon. Vous faites passer pour un champion de boxe. Ça, oui, justifie un petit peu chez Café Maurice. Côté financier. Un champion de boxe qui veut revenir en plus. Voilà. On est revenu. On les a même mis KO. Producteur de films aussi. Oui. Bah, on devait faire un film avec Mickey. Donc voilà, donc vous incarnez tout un tas de personnages aux États-Unis sans problème finalement. En tant qu'acteur, voilà. Il n'y avait pas de caméra, c'est tout. C'est tout. Sympa. Oui, c'est un boulot d'acteur. C'est un boulot d'acteur, c'est pas toujours évident. Et c'est vous qui inventez les scénarios aussi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est dur. Maintenant, on peut le faire en réel. Alors à ce moment-là, vous faites un enfant à une playmate. Oui, Pia, qui était la compagne de Steven Seagal. L'enfant s'appelle Zeus. Zeus, oui. L'enfant va bien. L'enfant va bien, il est beau. Bon. Et là, vous arnaquez Paul Naref. Arnaque, si on veut, on va à Las Vegas. Je crois qu'à l'époque, je perds 150 000 $. Polo est à côté. Il a des jetons, je lui demande, il m'en donne, voilà. Et l'histoire se fait comme ça, mais bon, il n'y a pas une arnaque dans le sens... Non, c'est juste... Moi, j'ai toujours assumé les arnaques. Si j'ai arnaqué, je dis oui, mais bon. Mais pareil, Paul Naref, très grand musicien, mais grand con dans la vie. Il est con. Il y a des gens comme ça. En fait, on peut dire ça de moi, et je l'assumerai, mais c'est un mec qui est pathologiquement... con. Il faut juste qu'il joue du piano. Il ne faut pas qu'il fasse autre chose. En fait, vous ne l'avez pas arnaqué, Paul Naref. Vous l'avez juste pas remboursé ce que vous avez. On a joué au poker ensemble à Las Vegas. Je crois que la grande souffrance de Paul Naref, c'est de ne pas être connu aux États-Unis. Ce qui était mon inverse. J'étais connu là-bas, pire. C'est ça qui est encore plus dur, sans doute. Voilà. Alors après, vous quittez Los Angeles pour New York. Là, vous faites passer pour un héritier Rockefeller. Oui. On prend des hélicoptères, on va dans le Hampton, on s'amuse un peu. Là, c'est les bons moments. C'est New York, ville extraordinaire. Et au Canada, vous faites passer pour Michael Van Hoven, le pilote de Formule 1. Oui, sur les Ferrari. Oui. Voilà. Ça, c'est sympa. Je rencontre un client à l'époque. Donc, voilà. En cavale, je suis déjà en cavale. Déjà. Justement, à force de jouer au chat et à la souris avec la police, ça se termine un jour. Il y a la trappe. En 2000, vous faites serrer. 50 tôles. Et puis pas n'importe où. Non. Je fais le pénitencier le plus dur, le Westburg, USP. Je fais Atlanta, Georgia. Très dur. Haute sécurité, donc pas sympa, quoi. Rien à voir avec la France. L'Amérique, elle est violente et brutale. En France, il y a encore un petit peu d'humain. C'est vrai. Alors là, pour votre défense, vous dites, je n'ai jamais forcé personne à croire au personnage que j'incarnais. Voilà, la connerie n'a pas de prix. Et j'avais dit une fois dans 16 Minutes, lorsqu'on avait fait un interview, j'ai dit, si je vous demande de prendre votre cravate et que vous me la prêtez, et après que je vous la rends pas, je vous ai menti, mais je vous ai pas volé. Il y a quelque chose d'assez miraculeux dans l'histoire. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne, si on vous donne 1000 €, on peut dire effectivement, il peut y avoir une arnaque. Mais quand on joue sur 200, 300, 1 million, quelqu'un qui vous amène 300 000 € en cash ou 1 million en cash, il y a quelque chose d'illégal dans la base. On fait un chèque où on dit, voilà, non mais... D'ailleurs, j'ai jamais eu de victime lors de mon procès, ce qui est assez troublant. Alors, vous avez fait 12 ans de prison quand même, hein? Oui. J'étais un mauvais étudiant. Je n'avais pas compris la leçon très vite. Et c'est en prison que vous prenez conscience de votre notoriété aux États-Unis, NBC, le New York Times, Vanity Fair. Vous êtes une star aux États-Unis à ce moment-là. L'Amérique a aimé l'histoire, je crois. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé dans mon jugement, parce que sinon j'aurais pris... 20 ans. Ah non, beaucoup plus. J'avais 11 comptes, donc j'aurais pris par 5, voilà, j'aurais pris 60 ans. Mais j'avais le public américain qui aimait l'histoire. Donc je n'ai pas subi, que ce soit les médias, c'était toujours des titres, le Playboy, c'était sympathique. Donc il y a eu une bonne ambiance. Vanity Fair, on avait fait 14 pages. La France a percuté beaucoup plus tard. C'est l'Amérique qui me découvre. Justement, vous commencez à écrire, moi, Christophe Rocancourt, orphelin, Playboy et tolard, aux États-Unis, en prison.
Et c'est lorsque vous arrivez en France, après votre libération en 2005, qu'on prend conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, alors qu'aux États-Unis, vous êtes déjà extrêmement connu. Oui, je fais la première page du New York Times. Ouais. Alors là, Thomas Langman, vous portez votre vie à l'écran. C'est votre pote, Thomas. Thomas, c'est mon pote, c'est quelqu'un qui vient me voir en prison. Et c'est pas le producteur, c'est pas le fils de Claude Berry, c'est l'homme qui est intéressant. Ouais. Moi, mon rapport avec lui, ce n'est pas un rapport de producteur, c'est un rapport d'ami. Il venait me voir en prison. Ouais. Lorsque je sors de prison, c'est lui qui m'aide. Ouais. Qui est vraiment, donc il y a une vraie amitié, c'est quelqu'un qui est profond, qui a, à mon sens, qui a de vraies souffrances et qui est profond. Ouais. Ensuite, vous faites un enfant à une Miss France, Sonia Rolland. Ouais. L'enfant va bien? Elle est magnifique, elle est superbe. C'est mon grand amour. Voilà. Avec Sonia, c'est un peu plus compliqué. Il y a des êtres qui n'auraient jamais dû être ensemble. Ouais. Mais bon, vous savez, ouais. Tout le monde a le droit de... Voilà, vous savez, les histoires de... C'est pas, à mon sens, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est Tess. Quelles ont été les réactions de votre entourage à ce moment-là? Alors, ce qui est marrant, même aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu d'animosité. Que ce soit dans la rue, que ce soit les gens, que ce soit les banlieues, que ce soit le rap qui a chanté sur moi. Ouais. Mais moi, j'ai un rapport humain avec les gens, donc ils m'ont rendu très bien. Les gens, j'ai jamais eu de... Ouais. Je peux pas dire, je suis chanceux, je crois. Votre père était déjà mort à l'époque? Oui, mon père mort quand je rentre aux États-Unis. C'est assez drôle comme paradoxe. Bizarre, ouais. Vous lui portez respect 4 à 5 fois par mois à Lisieux? Ouais, j'en reviens il y a 3 jours. Tiens. Vous allez toujours sur la tombe de votre père? Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a des valeurs qu'on doit garder. Je pense qu'il aurait rigolé de voir ce que je suis devenu. Ouais. Et ça, j'en suis content. Alors, votre mère, vous lui parlez plus, en revanche? J'ai jamais reparlé. Je crois que Dieu nous enlèvera. On se parlera pas. Elle est toujours vivante? Oui, tout à fait. Vous lui parlez pas? Non. J'ai aucune animosité. J'ai le respect du fait qu'elle m'a porté vie, mais ça s'arrête là. Ouais. Avec les médias, donc, quelles ont été vos relations à l'époque? De bonnes relations. Ouais. Que ce soit avec Denisot, de Mézières. Ouais. Toujours, j'ai jamais laissé, je me suis jamais laissé porter. Moi, je fais mes choix. Je suis quelqu'un qui prend ses convictions et ses choix. Si je suis là, c'est que j'ai envie d'être là. Mais je dis pas oui à tout. Je suis pas dans la boulimique médiaque. Ça vous a rapporté de l'argent? J'ai vendu beaucoup quand même. Ouais. Je suis quelqu'un qui, bon voilà, Orphelin Playboy Tolar, c'est vendu à 150 000 quand même. Ouais. Mes vies 200 000, c'est traduit en Hongrie, en Slovénie, en Tchèque République, en Thaïlande, même chez les Thaïs. Bon. On aime bien la Thaïlande. Sur le plan amoureux, ça vous a aidé, cette notoriété? Je crois que j'ai jamais eu de grands soucis avec. Ouais. Mais vous en avez eu beaucoup quand même. Oui, énormément. Mais j'espère en avoir encore. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Quel a été le meilleur moment de cette époque-là? Moi, je ne vis pas dans la nostalgie ou du temps. Je pense que je suis plus construit aujourd'hui. Il y a un côté où plus on devient, je pense qu'on fait les vrais choix et que ce soit des choix de conviction. Quel a été le pire moment de l'époque? Celle-là, elle serait facile. C'est quoi? Mauvaise rencontre au mauvais moment. Ah ouais? Avec qui? Voilà. Vous devinez? Sonia? Ouais. C'était... je sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais. Ah ouais. Il y a 2 mondes qui ne doivent pas se croiser. Ouais. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas nostalgique de cette époque? Non. Pas du tout? Je suis bien aujourd'hui, je suis bien demain. Ouais. Moi, je suis dans la construction. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je me serais arrêté avant. J'ai pris ça trop comme un jeu. Ouais. C'est-à-dire que je me suis éclaté, j'en étais mort de rire. Donc, je suis parti dans une spirale, parce que l'argent, à un moment, il y en a assez. Ouais. Mais c'était le jeu qui m'amusait. C'était la connerie humaine. L'humain m'intéresse, moi. C'est mon grand défaut, d'ailleurs. Ça vous aurait évité les 12 ans de tôle, quand même? Oui, puis d'être un mauvais père. Ouais. De ne pas être là pour mes enfants. Si j'ai un échec, c'est celui-là, moi. Mon fils, je ne l'ai pas vu grandir. Il a grandi à New York. Ma fille, avec le mannequin de chez Ford, elle est née, je rentrais en prison. Ouais. Il n'y a que Tess. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est un peu plus... Vous vous rattrapez. Ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Christophe? Que la folie continue. Merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci.
j'accueille Douchka. Élémentaire, mon cher Balou, nous c'est super, on partage tout. L'Europe, les vacances, les movies, une certaine idée de la vie. Élémentaire, mon cher Balou, on est sur terre pour faire les fous. C'est ce que tu chantes, c'est ce que tu dis, et j'adore ta philosophie. Tout le monde en a parlé à retrouver Douchka Esposito à Marseille, où elle s'est installée depuis peu avec sa famille. Chez moi, rentrée. Gianni, tu descends, tu viens. Si cet après-midi c'est l'effervescence chez l'ancienne ambassadrice française de Disney, c'est que ce soir elle a un concert avec ses anciennes peluches des débuts. Sa fille et ses 2 fils la suivent dans toutes ses aventures. Je les mets un petit peu à contribution, ils sont cool. Ils savent le prix de ce métier, ils connaissent les tenants et les aboutissants par cœur, puisque bon, ils me suivent depuis toujours. On prend la chienne. Allez, c'est parti. Avant de se rendre sur le lieu de son concert pour les répétitions, Douchka nous emmène faire un tour sur la corniche. Oh, la mer, c'est très important. Je trouve que franchement, c'est une décompression rien que de la regarder. En sa compagnie, nous allons visiter la maison de pêcheurs qui appartient à sa mère, l'actrice Pascale Petit. Moi, je viens souvent là me baigner parce que l'eau est claire, c'est plus isolé, c'est plus sauvage, c'est plus sympa. La vue est formidable, il y en a qui se baignent, elle doit être bonne. C'est mignon, hein? Ouais. C'est notre petit havre de paix et notre petite baraque de pêcheurs. Douchka et ses enfants se rendent maintenant à Verquières. C'est dans la salle des fêtes de cette commune à 70 km de Marseille qu'elle va se produire ce soir. Tu vas bien? Et toi, Alain? Ça va. 2 très jeunes fans de Douchka viennent la saluer. Ils sont trop beaux. C'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est les cheveux de princesse, ça. Tu es belle. À l'heure des répétitions, Douchka interprète une chanson de son père, le poète Gianni Esposito. Et bien sûr, les incontournables tubes de l'époque Disney. Annie Cordy, tu vois, Annie Cordy, elle fait la bonne du curé, mais je suis sûre que quand elle te chante du Piaf ou du Alice Donna, je suis sûre que ça décoiffe. Mais moi, j'aimerais bien démarrer une nouvelle carrière, entre guillemets, mais tu vois, après, c'est la scène qui positionne un artiste. La musique, c'est mon dada, et je pense que j'ai peut-être encore des petites choses à dire. En 20 secondes, Douchka se transforme en princesse de scène, sous l'œil admiratif de ses enfants. Elle est sexy, la maman. Ouais, elle est belle. Pendant le passage des autres chanteurs et groupes de la soirée, Douchka, en coulisses, se prépare et se fait dorloter par l'un de ses fils. Douchka Esposito. Le grand moment est enfin arrivé et le répertoire est éclectique. Je ne sais plus pourquoi je t'aime. Regarde bien, je ne suis pas la femme que tu voyais pour moi. Quand c'est mais ne répond plus, cœur impur, qu'importe le vent. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à Paris pour des rendez-vous professionnels. Cette semaine, je suis à Paris parce que j'ai plein de choses à faire, plein de rendez-vous, des télés, des radios, des rendez-vous aussi pour des projets. Nous nous rendons chez Olivier Lejeune, qui me propose une pièce de théâtre qui s'intitule Tout bascule. Le théâtre, c'est passionnant. J'aimerais beaucoup, évidemment, tourner sinon dans les téléfilms et au cinéma. Le téléphone sonne, les affaires reprennent. La voilà chez l'acteur et auteur Olivier Lejeune, connu notamment pour avoir participé à l'émission La Classe. Hello! La voilà, ma star. Quel bonheur. Bon, ça va, t'es en forme? Ouais. Douchka découvre avec Olivier la pièce de théâtre qu'il a écrite et pour laquelle il aimerait lui confier un rôle. Pour qui tout bascule au même moment. Et ça se passe en durée réelle. C'est-à-dire, en fait, c'est le mariage le plus court de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un homme qui va se marier et 1h30 après, il va divorcer. Moi, je me réjouis. C'est toi qui feras la mise en scène, toujours? J'espère bien. Yes. En effet, c'est oui. Elle ne perd pas une minute et se glisse déjà dans la peau de son personnage. Monsieur, votre femme est dans l'aspirateur. Attention, vous mettez les pieds. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend?
Mais lâche-moi, voyons. On va montrer ça. Aujourd'hui, Douchka Esposito veut être une artiste complète et populaire. Et pour celle qui, il y a 25 ans, brillait au firmament des spectacles pour enfants, les portes semblent s'ouvrir à nouveau. Et maintenant, la lumière se rallume sur Douchka. Douchka, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci Thierry, bonjour. Donc vous êtes né le 26 juin 1963 à Saint-Cloud sous le nom de Bojidarka Esposito. Alors, parents célèbres, votre mère, évidemment, c'est l'actrice Pascale Petit, votre père, le comédien-artiste Gianni Esposito. Alors, la famille de Pascale Petit était assez particulière, puisque son père, votre grand-père, s'était entiché d'un gourou bulgare qui avait monté une ferme bio. Et pour gagner de l'argent, pour faire fonctionner cette ferme, votre mère, Pascale Petit, bossait chez Carita. Elle était rentrée apprentie chez Carita pour mettre quelques deniers de côté pour participer à l'acquisition de cette fameuse ferme bio qui était le projet de la famille. Voilà. Alors on va voir l'importance des rencontres chez les coiffeurs et dans les salons de beauté dans votre famille et dans votre vie, puisque c'est chez Carita que votre mère, qui travaille à l'époque, rencontre une femme de metteur en scène qui lui dit « vous devriez être actrice ». Oui, Françoise Lugagne, qui était donc la femme de Raymond Rouleau, qui était un grand metteur en scène de l'époque, qui a fait former des comédiens de renommée internationale, dont par exemple Robert Hossein, a tout de suite remarqué maman et j'ai dit « mais vous avez un visage de comédienne » et maman dit « vous croyez, pas du tout ». Elle était hyper timide en fait et pas du tout, elle se sentait pas du tout prédestinée. Et effectivement, elle va devenir actrice. Et à 21 ans, grâce au film Les Tricheurs, Pascale Petit devient une star. Alors, à l'avant-première du film, elle rencontre Gianni Esposito. Voilà, ils s'aiment, voilà, vous naissez. Et à votre naissance, c'est le gourou bulgare qui choisit votre prénom, Bojidarka, ce qui veut dire Dieu en bulgare, non? Ça veut dire don de Dieu. Et votre mère, quand même, c'est un peu compliqué comme nom, elle vous surnomme Douchka? Oui, qui était petite âme en slave, qui est un surnom, c'est même pas un prénom, c'est un surnom. Comme tout. Et puis alors, votre père, donc Gianni Esposito, qui lui aussi est assez sous l'influence du bulgare, tombe dans l'ascétisme total à un moment, et votre mère se sent délaissée. Oui, c'est-à-dire que bon, il a eu un engagement spirituel qu'un homme marié n'aurait pas dû avoir. Oui. Et bon, mon père était quelqu'un d'entier, de profondément idéaliste, profondément mystique. Ses chansons le racontent et donc c'est vrai qu'il avait ce côté très excessif, peut-être dans ses premières années d'approche, en tout cas de la spiritualité, et il a été un petit peu dans l'excès. Et quand il a voulu revenir en arrière, c'était un petit peu tard parce que c'est vrai qu'il a délaissé sa femme un temps et que maman était une comédienne quand même qui voyageait beaucoup. C'est un métier à risque, comme on le sait. Notre métier, c'est vraiment, on est exposé tout le temps au principe de la séduction et voilà. Et donc, ça n'a pas été évident et à un moment donné, le couple s'est éclaté. Votre mère prend un amant, elle est enceinte, elle avoue tout à votre père. Votre père essaye de la rattraper, elle va à l'aéroport pour dire à son amant, écoute, voilà, repars en Amérique tout seul, moi je reste en France avec mon mari, mais en fait elle est partie avec lui aux États-Unis. Eh oui, c'était le sort qui en a voulu ainsi, parce que bon, elle est tombée enceinte très vite, c'était l'accident. Et je crois que bon, à un moment donné, quand on est piqué par le virus de la passion, c'est fini. Et c'est vrai que l'homme qu'elle avait rencontré à Berlin, c'était lors du tournage d'un film, Corrida pour un espion, c'était, je dirais pas le diable, mais il avait la beauté du diable. Il faisait 1m90, Ray Danton, il était les cheveux noirs d'ébène, un regard perçant, une voix à la Barry White. Enfin, je veux dire, il avait le profil des acteurs américains des années 50, irrésistiblement beau et redoutablement intelligent. Et c'est vrai que bon, le cocktail a été suffisamment puissant pour envoûter ma petite maman qui m'a quittée donc, quand j'avais 3 ans. Voilà, donc votre maman vous quitte, vous vous retrouvez chez la sœur de votre père, à Ménil-le-Roi, et finalement vous passez votre petite enfance avec votre demi-sœur. Oui, je me suis découverte une demi-sœur, j'avais 6 ans.
Ouais. Donc elle parlait l'italien puisque maman était partie vivre à Rome et un jour elle est arrivée au Clos du Bellois, cette maison, c'était un manoir magnifique mais où j'étais assez seule finalement puisque mon père était souvent parti en gala avec ma petite sœur, ma demi-sœur qui parlait l'italien couramment et moi le français. Donc j'ai commencé par lui arracher sa poupée et elle s'est mise à pleurer « Dammi la bambola !» Une enfance rythmée par les visites de votre père et par les passages éclairs de votre mère. Voilà. Comme votre mère chez Carita, vous, c'est chez un coiffeur que vous rencontrerez le destin. En l'occurrence, c'est Jean-Louis David. Oui. Jean-Louis David qui était non seulement coiffeur, mais photographe. Et là, vous entrez dans le monde du showbiz d'une façon complètement inattendue. Il fait un reportage sur les Miss Junior pour Vogue Beauté. Quand il m'a vu, il a dit tout de suite à maman, ta fille, elle a un physique de mannequin. Pourtant, je ne faisais pas 1m80. Et bon, il m'a présenté à John Casablanca, qui était déjà le patron d'élite. Qui vous a embauché personnellement, en plus. Oui, il a dit, elle n'est pas assez grande, mais bon, elle sera très bien pour les reportages, les studios photos. Et donc j'ai démarré, c'est vrai, par la grande porte, bien malgré moi, parce que j'avais fait aucun casting, c'était comme ça, cadeau. Comme votre mère avait démarré aussi malgré elle. Mais un petit peu plus tôt, parce que j'avais 13 ans, hein, donc c'était vraiment très jeune, et j'étais bien contente de quitter l'école pour aller gagner un peu d'argent de poche. Et là, vous êtes quand même, Douchka, assez délurée, parce que à 14 ans, vous avez votre premier amant en Corse. C'est vrai que j'étais précoce, mais j'étais très précoce physiquement. Voilà, à 12 ans, je faisais 1m68. J'étais une petite Lolita, entre guillemets. À 18 ans, vous vous retrouvez enceinte, vous êtes obligée d'avorter. Oui, parce que en plus, je faisais de l'anorexie comme toutes les mannequins, les jeunes mannequins, parce que la hantise de prendre des kilos, il fallait être comme ça. Je m'étais déréglée, en fait, à force de ne pas manger. Et c'est le danger, d'ailleurs. Et en fait, c'est pas du tout anodin. Moi, je suis tombée enceinte et je me suis pas rendu compte que j'étais enceinte. Parce que je croyais que j'avais un dérèglement hormonal. Bien sûr. Voilà. Et alors, à cette époque, vous faites une expérience de near-death experience, c'est-à-dire que vous voyez la mort, en fait, dans le couloir avec la lumière blanche au bout, vous quittez votre corps, et c'est vrai que vous avez conscience de vie antérieure, non ? Moi, j'ai analysé ça bien des années après, en fait. Sur le coup, j'ai cru que j'avais fait une hallucination liée à mon malaise. Et en fait, quand mon cœur s'est arrêté et que j'avais plus de pouls, le docteur cherchait mon pouls, il ne le trouvait pas, j'étais en train d'avaler ma langue. Et moi, je me suis sentie vraiment aspirée comme ça, et tout d'un coup, boum, dédoublée à 2 mètres au-dessus de mon corps. Et c'est des années après, en fait, que j'ai compris que j'avais vécu un truc que d'autres gens avaient vécu en lisant ce bouquin du fameux professeur scientifique Raymond Moody, américain. Alors là, vous quittez le mannequinat parce que vous êtes trop petite, en fait, pour défiler. Vous retournez au lycée, vous prenez des cours de chant. Vous avez toujours eu cette ambition de chanter, hein, de faire du lyrique. Et là, vous entrez dans l'univers féerique, je sais pas, de Disney. À l'époque, votre mère, Pascal Petit, vit avec l'ancien secrétaire de Sheila, le producteur de Karen Cheryl, Humbert Ibach, dit Mémé Ibach. Et alors, ce Mémé Ibach propose au patron de Disney Europe d'avoir une égérie qui incarne la marque Disney. Alors, il pense à Karen Cheryl, évidemment, il pense à Chantal Goya, il pense à Dorothée, mais elle refuse toutes. Et vous, il n'est pas très chaud, alors qu'il vous a toute la journée auprès de lui, évidemment. Il n'est pas très chaud pour que vous deveniez l'égérie de Disney. Il pense que vous ne faites pas assez fille de français moyen, on peut dire. Il avait l'impression que j'étais pas assez populaire, entre guillemets, dans le concept, quoi. C'est vrai que ma mère a beaucoup œuvré pour... parce que c'est vrai que cette perspective de contrat était quand même une chance extraordinaire. Bien sûr, et que j'avais le profil. Alors, à l'époque, j'étais blondinette. Bon, j'avais un petit profil d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout le monde se disait, c'est dommage, donc qu'elle passe pas le casting. Mais il m'a quand même fait passer un casting, hein, il m'a pas fait de cadeau. Et voilà, c'est moi qui ai été choisie parmi 4 ou 5 filles qui étaient proposées. Alors, à 20 ans, vous devenez princesse Disney. Alors, on dit officiellement que vous en avez 17, parce que 20 ans, c'est un peu trop. Oui, c'est vrai que le fait qu'on m'ait rajeunie au départ, ça m'a un petit peu gênée. Parce que je sortais de l'univers, justement, j'étais mannequin. Alors, quand on est mannequin et quand on a 15 ans, c'est le contraire. On vous vieillit, on vous maquille, on met les fossiles. Enfin, bon. Et là, c'était l'inverse. On mettait les chaussettes, les chaussures à brides, la barrette dans les cheveux. Dès que je l'enlevais, bon, ils venaient me la remettre. Et puis, on me rajeunissait. Donc, quand j'arrivais en plateau de télé devant Jean-Pierre Foucault, Michel Drucker, j'étais très mal dans mes pompes. Et tout le monde croyait que j'étais pas nunuche, mais... Ah bah vous jouiez le personnage, hein, très bien d'ailleurs. Mais j'avais un côté
j'étais pas toujours très bien dans ma peau dans les interviews, suivant le moment, et parfois ça se ressentait. Mais en même temps, dès qu'on disait moteur, ça partait dans l'énergie et le show. Et vous allez faire un vrai carton, hein. Vous allez vendre 7 millions de disques quand même. Oui, Mémé a eu l'idée d'aller chercher une chanson qui avait déjà fait ses preuves en Amérique latine, qui s'appelait Uno más uno, dos enamorados. Et donc il a adapté en faisant 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Et là, après la deuxième télé, en fait, on a démarré tout de suite très fort au niveau des ventes. Alors, célébrité assez rapide finalement. Oui, inattendu, rapide, cadeau, voilà. On va dire cadeau. Ouais. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage? Votre mère était ravie, j'imagine? Tout le monde était content. Puis je crois qu'on n'a pas trop le temps de se poser la question. On fonce pendant 6-7 ans. J'ai pas vu le temps passer. Votre demi-sœur, votre tante, tout le monde était content. Ouais, tout le monde était ravi. Alors, vos relations avec les médias, c'était comment? Parce que, en fait, la vie que vous racontiez dans les médias, c'était comme une vie qui avait été un petit peu réécrite par la compagnie Disney, non? Oui, disons qu'on m'avait créé une petite légende. Oui, c'est ça. Parce que Humbert Ibach, mon producteur, ne voulait pas dire que j'étais la fille de mes parents. Ah oui. Parce qu'il fallait justement que je reste la petite Française populaire, la grande sœur de Mickey. Il avait raconté que, dans la légende, que j'étais passée un jour sur les Champs-Élysées, j'étais montée toute candide, rencontrée, tapée à la porte de Walt Disney, et que j'avais demandé à voir Armand Bigle, le président de Disney, et que là, conquis par mon charme et ma jeunesse, eh bien, il m'avait signé un contrat d'exclusivité. Voilà. Alors c'était un peu gros. Les journalistes savaient que c'était pas tout à fait vrai, mais ils jouaient le jeu pour certains, et puis voilà. Alors, question argent, vous avez gagné de l'argent à cette époque-là? Quand on a 20 ans et qu'on gagne 50 000 francs, ou entre 40 et 50 000 francs par mois, c'est ce que je gagnais à l'époque, c'était super bien, quoi, parce que c'est de l'argent facile, c'est pas l'usine, je veux dire, ça m'a pas... c'était dur quand même, c'est vrai que parfois... bon, mais... En même temps, c'est pas non plus les fortunes de ce qu'on peut imaginer, parce qu'un premier contrat, voilà. Alors, quel était le meilleur moment de cette époque? Je pense en 86, quand j'avais vraiment dépassé, on va dire, les classes de la danse, du chant, que j'étais à l'aise dans les interviews, que je commençais à maîtriser un petit peu mon histoire et que je m'éclatais en scène avec les personnages, les shows... l'impact, voire la magie de la scène, voilà. Et le pire moment de cette époque? C'est quand, en fait, je rêvais de pouvoir chanter d'autres chansons, que j'ai, par exemple, enregistré Nuit d'été, qui était une chanson qui avait été écrite par Didier Barbelivien et qui était super magique. C'était une chanson pour Elsa, qui aurait fait un carton comme T'en vas pas, et que j'ai pas pu garder cette magie, cette authenticité de cet enregistrement, parce que c'était pas dans le concept, et qu'on m'a plaqué des cœurs sur la voix, qu'on m'a varispidé la bande, et que, à l'arrivée, j'ai pas eu la satisfaction artistique d'avoir... C'est frustrant. C'est très frustrant. Quand je voyais Marc Lavoine en télé, quand je voyais Patrick Bruel, que je voyais Lio avec ses mini-jupes et ses jolies gambettes, je disais pourquoi pas moi. Voilà, et c'est là qu'en allant chez le coiffeur, toujours, les coiffeurs, les salons de beauté, vous rencontrez Angelo Di Napoli. Alors là, c'est le coup de foudre. Oui. Ah ouais, coup de foudre. Le coup de foudre, comme on peut le vivre à 25 ans. Bien sûr. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas qu'il est marié, qu'il a un enfant. Ah, il n'était pas marié, mais c'était tout comme. Ouais. Et que sa femme était enceinte, enfin sa compagne était enceinte. Ça, c'était la mauvaise surprise, mais je l'ai su que 6 mois après, et bon, comme j'étais mordue... Quand vous voulez le virer, un jour, il vous a au charme, quoi. Voilà, c'est ça. Je l'avais dans la peau, et c'est vrai qu'à 25 ans, la peau, c'est important. Bien sûr. Alors voilà, en 1988, vous en avez marre de faire que du Disney. Là, le nouveau patron, Sisman, vous propose de faire évoluer votre carrière à condition que vous quittiez Mémé Ibach et que vous signiez directement avec Disney. Pierre Sisman, il voulait une artiste signée Walt Disney, production Walt Disney. Et parce qu'il... C'était un numéro 1 et Mémé Ibach était un numéro 1 ici. C'était deux numéros 1 qui se rencontraient. Et donc, ça a été un petit peu deux égos forts, deux personnalités fortes. Et voilà, moi je me suis trouvée au milieu. Et donc Pierre Sisman est venu vers moi, m'a proposé le contrat en direct. Et là, j'ai pas voulu faire d'enfant dans le dos à mon producteur. Et en plus, c'est vrai que j'étais beaucoup plus préoccupée à la fin de ces quelques années, au bout de la 6e année, par le fait de vouloir me marier et de partir un petit peu à l'ombre des projecteurs et de me consacrer plus à ma vie privée, ma vie de... Je voulais me marier et avoir des enfants. En 90, vous quittez le métier pour devenir maman.
enfants. Voilà. 3 grossesses en 3 ans. Oui, parce que j'étais pressée de revenir. Mais malheureusement, Angelo Di Napoli vous trompe. Oui. Il a des dettes. Oui, enfin bon... L'appartement est saisi quand même. Oui. On va dire qu'on était jeunes et que voilà, c'était peut-être pas quelqu'un qui était fait pour le mariage si tôt et que je lui ai peut-être aussi mis la barre un petit peu trop haute aussi. Voilà, moi j'ai été un petit peu irresponsable et lui, on va dire, voilà, léger. Alors là, vous rencontrez Vladimir, vous vous installez dans un HLM de la ville de Paris, mais l'histoire tourne court. Au 63 rue Petit. Ouais. Ma date de naissance et le nom de ma mère. Je trouvais que c'était un signe. Là, vous vous mettez un petit peu au... Pas plus que la fumette, quoi, je veux dire. Oui, j'étais un petit peu perdue, je ne savais pas qui j'étais. J'avais été un petit peu une poupée vivante. Enfin, c'est péjoratif de parler comme ça, mais c'est vrai que c'était un personnage. On va dire que j'étais un personnage vivant au milieu d'un univers virtuel. Après, j'ai été maman, la maman italienne par excellence. J'aurais trouvé mes racines, un peu trop, parce que c'était excessif, on va dire. 3 enfants en 3 ans et demi, c'était voilà, inconséquent pour plein de raisons. Je ne regrette pas aujourd'hui. J'ai 3 enfants magnifiques, mais bon, à cette époque-là, c'était lourd de conséquences au niveau de ma carrière. Et quand je me suis retrouvée finalement avec un divorce, plus d'argent, plus d'appartement, plus rien, quoi, l'oiseau sur la branche, avec 3 petits bébés en bas âge, ça a été la galère. Et là, c'est là où j'ai manqué de sagesse et je suis partie comme ça... dans une fuite un petit peu en avant et je fumais, pas beaucoup, mais suffisamment pour que ça me chloroforme et que ça me déconnecte. Donc ça m'a annihilé un petit peu peut-être ma réactivité et petit à petit j'ai plongé. Période difficile parce que vous vivez des histoires d'amour assez désastreuses, on peut le dire. Hein. Oui, voilà, j'avais tout faux. Donc, je veux dire, quand on vit des choses difficiles comme ça, il faut faire du sport, il faut boire de l'eau, il ne faut pas fumer, ni de cannabis, ni de tabac, faut être dans une hygiène. Enfin, il faut être combatif. Or, moi, je l'étais pas. Et je crois que réellement, dans la vie, pour se construire, il faut être seul pour démarrer sa vie. Et moi, finalement, j'ai quitté le lycée pour devenir une artiste dans une équipe. Après, je suis devenue maman. Finalement, je ne m'étais jamais retrouvée en face de moi-même, face à ma vie d'adulte ou de futur adulte. Et c'est là où je me suis retrouvée face à ma vie, avec un tel poids sur les épaules, des dettes, enfin des petits-enfants. Ça veut dire que j'avais plus de liberté. Une femme, quand elle a des enfants et qu'elle n'a pas d'argent, ça veut dire qu'on est bloqué à la maison. Ça, c'est sûr. Donc, pendant toute la période où ils étaient en bas âge, j'étais avec eux. Donc, je ne sortais pas. J'étais isolée, sans carnet d'adresse, seule. Et après, j'avais la plage des horaires des enfants. C'est-à-dire qu'à 4 heures de l'après-midi, ma journée s'arrêtait. Et donc, c'était pour moi, pour l'artiste, un enfer. Un enfer, parce que vous êtes retrouvée à un moment en vendeuse rue de Rivoli, c'est-à-dire, les années 80 n'étaient plus à la mode. Quand j'allais voir les gens, on me disait bah oui, mais elle a l'image de Disney, j'étais un peu paumée en plus. Voilà, donc... Vous vous retrouvez vendeuse? Ouais, je me retrouve vendeuse, je me retrouve à devoir lâcher mon appartement parce que dur, je peux pas payer mon loyer et je me retrouve donc je me dis maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai pas le choix. Je me suis dit maintenant mon objectif c'est récupérer un appartement et mes enfants, donc je vais travailler comme tout le monde et puis la vie va me sourire et là j'ai commencé à me reprendre en main. Vous faites La Première Compagnie qui est une émission de télé-réalité de TF1. Ça vous a aidé ça? Beaucoup, oui. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce que je pouvais faire de mieux que la télé-réalité? Ça vous a rapporté un peu d'argent en plus? Voilà, je passais des lectures de théâtre, ça ne marchait pas. Pourtant, j'étais pas plus mauvaise qu'une autre, mais je sais pas. C'était comme ça, c'est des cycles dans la vie. J'allais au-devant des castings, ça ne marchait pas. En revanche, un jour, j'appelle la production de Première Compagnie et en démol, et je dis voilà, je m'appelle Douchka. Le lendemain, ils me reçoivent et le surlendemain, je signe mon contrat. Voilà. Et voilà, je fais une embellie au niveau médiatique, au niveau financier, à tout niveau. Tout à fait. Et c'était donc positif. Une bonne chose. Une bonne chose. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque Disney Douchka? Non, je suis pas nostalgique parce que finalement, il m'arrive plein de choses formidables. Et je serais nostalgique si je faisais plus rien aujourd'hui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'imagine que vous signeriez le contrat que Pierre Sisman vous proposait chez Disney. Je donnerais la préférence à ma carrière plutôt qu'à mes passions amoureuses. Et clairement, voilà.
Je pense que... Parlez de vos passions amoureuses, là. C'est vrai que vous avez quand même... vous êtes tombé sur des mecs, quand même, qui n'étaient pas toujours faciles. Il y en a un qui vous tapait dessus, quand même. Bon, j'ai vécu des drames, mais peut-être qu'il fallait que je passe par là pour comprendre ce que c'était que le prix de la passion et les limites des choses. Le jour où vous allez mourir, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Aimer toujours plus fort pour être sûr d'aimer assez, peut-être. Ouais. C'est joli. Je sais pas, mais... Si. Vous avez l'air d'avoir la forme, là. Oui, oui. Je crois que j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets, quoi. En tous les cas, j'étais très heureux de rallumer dans mes la talons, lumière sur oui, vous. pas mes baskets. Merci, Dushka. Merci, Thierry. J'accueille Gérard Chivardi. Mesdames et messieurs, vous me connaissez peut-être. J'ai été désigné par des maires pour me présenter à l'élection présidentielle. Je suis le seul candidat dont la profession de foi et la fiche officielle ont été invalidées. On a tenté de m'empêcher de vous faire connaître le point central de mon programme, la rupture avec l'Union européenne. Alors que la majorité du peuple français l'a rejeté le 29 mai 2005, elle continue à s'imposer par ses directives qui détruisent tous nos acquis sociaux et démantèlent l'unité de la République. Pour me soutenir, je vous invite à rencontrer les maires et les représentants de mes comités de soutien ainsi que les militants du Parti des travailleurs qui luttent à mes côtés pour que votre volonté de rupture avec l'Union européenne soit enfin respectée. On ne nous fera pas taire. Tout le monde en a parlé à retrouver le socialiste Gérard Chivardi dans le Languedoc-Roussillon, à Maillac, la commune dont il est le maire. Je vous amène à un restaurant agricole. Nous voulons fêter nos victoires électorales dans ce restaurant. C'est très sympa. Candidat dissident des maires pour la présidentielle de 2007, Gérard Chivardi n'a pas fêté de victoire nationale faute de succès populaire. C'est en revanche 2 mandats de maire qu'il a déjà arrosés aux côtés de sa femme, conseillère municipale. Mais il est également artisan maçon depuis plus de 40 ans. Vous savez, j'ai été le plus jeune artisan de France. J'avais 20 ans par émancipation à l'époque. Il a fallu que mes parents m'émancipent parce que la majorité était à 21 ans. Et je me suis installé le 1er juillet 1970. Son autre fierté, c'est Alexandre, son fils, dans le bâtiment, comme lui. Il a eu son premier bulletin de salaire, il avait 5 ans. Et il avait voulu à tout prix, je restaurais une vieille grange. Il a passé tout le mercredi après-midi avec moi. Il faut laisser faire les enfants, choisir leur métier dans la mesure où ils peuvent l'exercer. Parce que bon, les tailles sont quand même assez tenues là-dessus. Et voilà, ça fait qu'il est avec moi. Direction maintenant la mairie de Maillac, dont Gérard Chivardi, fils d'immigrés italiens, est l'administrateur depuis 2001. J'avais dit à mon grand-père, tu sais, un jour, papy, eh bien, je me présenterai à la mairie de Maillac pour montrer que des petits-enfants d'immigrés sont capables d'arriver à être maire d'une commune. La reconnaissance, voilà ce qui le motive. Et vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'ai éprouvée quand j'ai été élu la première fois maire. À part la naissance de mes enfants, je crois que c'est la chose la plus belle qui pouvait m'arriver. Gérard Chivardi, qui briguait un mandat national, se contente aujourd'hui de ses responsabilités locales. Il faut dire que Maillac, c'est son pari à lui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant que Paris existe, Maillac existait en tant que village. C'est le plus vieux village d'Europe. Donc, la vraie capitale de la France, c'est Maillac. C'est pas Paris, hein. J'adore mon village. Portail du Midi. Bonjour Marie-Jeanne. J'ai demandé au gars qui faisait les pavés de nous faire comme un écusson avec rempart, et le M qui peut être Maillac ou Minervois. On l'interprète comme on veut. Et voici la mairie tant chérie. Je vais vous faire visiter maintenant la salle du conseil municipal. Une salle voûtée du XIIe siècle, avec une Marianne dont tous les gens qui viennent me disent qu'elle est splendide. Voilà le bureau du maire. Alors dans ce bureau, il y a une découverte. Le four à pain du XIIe siècle de Maillac. Dès qu'il a un peu de temps, Gérard Chivardi s'éloigne pour aller se ressourcer face à la mer. Alors je viens là, vous voyez. Quand j'en ai marre de tout le monde, que j'en ai marre de tout. Je m'assois sur un banc
Si tous les gens pouvaient faire ce travail, s'asseoir en face de la mer et se dire quand même, on n'est que de passage, hein, à quoi ça sert de milliards d'argent d'ici, de là? Allez, vivons tous bien, tranquilles, respirons, passons le peu de temps qu'on est sur Terre à admirer. Et ça me fait du bien. La contemplation et l'introspection terminées, il revient aux considérations très terre-à-terre de la politique. Ce soir, il anime une réunion avec les membres du Parti ouvrier indépendant, dont il est l'un des secrétaires nationaux depuis sa création en 2008. Alors, on a quand même à se féliciter. Au Parti ouvrier indépendant, on a à se féliciter. L'un des combats du parti est de sauver les communes de France. Alors, Gérard Chivardi, prêt pour 2012 ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Gérard Chivardi. Gérard, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né le 17 avril 1950 à Narbonne, famille d'émigrés italiens. Vous dites, mon grand-père avait fui le régime de Mussolini, ça fonde une destinée. En plus, Narbonne, c'est la circonscription de Léon Blum, donc tout ça est un peu inscrit dans l'histoire. Alors, votre parcours politique commence à l'âge de 8 ans. Votre grand-père avait été mal reçu quand il était arrivé en France. On appelait les Italiens les macaronis. Hein. Il y avait beaucoup de mépris dans tout ça. Et à 8 ans, vous lui avez dit, écoute, papy, un jour, je serai maire de notre village. Voilà. Donc, voilà, et j'ai tout fait pour. Et voilà. J'étais président de club de rugby, j'ai été conseiller municipal, adjoint au maire, et puis maire en 2001. Et voilà. Alors, en 1970, vous avez 20 ans, vous avez un CAP de maçon, et vous vous faites émanciper pour pouvoir créer votre entreprise de maçonnerie, que vous avez toujours d'ailleurs, non? Que j'ai toujours eu, j'ai toujours l'activité. Je prépare la succession par mon fils qui va prendre d'ici 2 ou 3 mois. Ah ouais. Alors, votre engagement en politique réelle dans un parti politique, c'est en 1974. Vous adhérez au Parti Socialiste. Faut dire que votre grand-père en Italie était originaire de la ville de Solferino. Ça. Là aussi, c'est incontournable. C'est le destin. C'est le destin. C'est le destin, c'est fabuleux. Ouais. Alors à l'époque, vous votez Mitterrand malgré le recul de Mitterrand sur l'école libre. Hein. Ah oui, ça, je ne l'ai jamais accepté. Ouais. Bon, Mitterrand était-il de gauche? Ouais. On peut se le demander, oui. C'est la grande question. Hein. En tous les cas, vous êtes laïque, anticlérical, hein, et quand on vous parle de Dieu, vous dites croire en Dieu. Je vous dirai demain si je le vois, quoi. Voilà, c'est ça. Vous y croyez pas? Non, je n'y crois pas du tout. Pas du tout. Non. Vous pensez que c'est une blague qui a été inventée, quoi? Disons que ça a permis de calmer pendant un certain temps le monde. Hein. Ouais. La religion, au départ, était faite pour ça. Elle s'est transformée maintenant en conflit permanent dans le monde. Ouais. Donc, ça serait bien si on mettait l'Église de côté, qu'on la fasse disparaître en totalité. Oui, vous êtes un qu'elle n'est plus. Ouais. Voilà. Donc, pour vous, c'est l'opium du peuple. Ah oui. Ouais. Alors, comme promis à votre grand-père, vous devenez maire en 2001, et en octobre 2006, vous êtes à Paris pour une manifestation contre l'intercommunalité forcée avec d'autres maires de France. Après la manif, vous discutez avec les maires et vous constatez finalement que dans les programmes des candidats à la présidentielle, il n'y a rien qui correspond vraiment à vos attentes. Et là, vos copains maires vous disent « Pourquoi tu ne te présenterais pas à la présidentielle ?» Oui. C'est extraordinaire. Alors là, vous sortez avec votre épouse, vous dites « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et elle a cette phrase formidable, elle vous dit « Oh bah écoute, on verra bien. » Voilà. Et me voilà alors qu'elle est partie dans une grande aventure, très grande aventure. Hein. Donc vous donnez votre accord, et là commence la chasse aux signatures, hein, parce qu'il en faut 500. Mais comme vous avez beaucoup milité auprès des maires, etc., en 3 semaines, vous avez 570 signatures. Ça va? Ah oui, ça a été fabuleux. Donc là, vous bénéficiez du soutien du Parti des travailleurs de Daniel Gluckstein. Hein. Oui. Vous le connaissiez avant? On s'était rencontrés en 2002, une fois, où on avait discuté justement de la disparition des communes. Alors, le jour de l'annonce de votre candidature par Jean-Louis Debré, il y a une centaine d'appels téléphoniques qui arrivent à la mairie, et puis pas seulement des médias français, des médias étrangers aussi. Des médias étrangers. Très surpris que petit maire de France, artisan maçon, maître artisan maçon quand même, soit candidat à la présidentielle. Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors la secrétaire de mairie, elle a dû craquer, non? Elle a craqué. Elle a craqué. Elle a craqué, mais ça a duré toute la campagne. Hein.
toute seule, bon, s'occuper des affaires de la mairie, dans les petits villages comme ça, hein. Et tous ces appels, et ça continue. Ça n'a pas arrêté. Alors, devant la mairie, en fait, les télévisions se battent pour vous interviewer, quoi. Vous devenez comme ça une espèce de vedette instantanément. Et là, pour ne pas céder à la pression, vous partez en vacances. Oui. Vous partez avec Francine. Voilà, avec Francine, tranquille, tous les deux. Vous allez où? Oh, un peu partout. Mais à l'aventure, on prend la voiture et ça va. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on visite la France. Voilà, c'est fabuleux, la France. Fabuleux. Alors ensuite, la campagne s'organise dans la débrouille, hein, parce que vous n'avez pas des millions à dépenser. Vous prenez le train, ce qui vous permet de vous reposer d'ailleurs. Vous dormez chez l'habitant? Oui, toujours. J'ai exigé de dormir chez l'habitant. Vous savez, quand vous êtes candidat, si vous avez les parrainages, en 2007, on vous donnait 700 000 euros. Voilà. Donc j'ai dit, il ne faut pas dépasser la somme. Et nous avons dépensé... 696. Ouais, 696 000. On n'est pas arrivé à dépenser la somme. On n'est pas arrivé... Comme quoi, on peut faire une campagne présidentielle sans dépenser des millions. Il vaut mieux les donner aux gens qui en ont besoin. Vous dormez chez l'habitant, sauf une fois, vous dormez à l'hôtel Mercure, à côté de la gare de Lyon, mais vous arrivez à 2h du matin et vous passez la nuit à discuter avec le concierge. Et en fait, vous ne profitez pas du lit, quoi. Ah non, non, je suis monté à la chambre, prendre la douche et repartir. Oui, c'est ça. C'était fabuleux. C'était un immigré d'origine portugaise. Et on a eu une discussion sur ce qu'on appelle l'immigration, les étrangers et tout, extraordinaire. Grand souvenir de campagne. Alors, célébrité assez rapide, vous l'avez vécu comment, ça? Difficilement. Difficilement. Ouais, c'est cette pression permanente des médias qui se casse-pied, même. Se casse-pied. Ça ne le mérite pas. Oui. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Par exemple, Francine, elle a réagi comment quand vous êtes devenu comme ça une star des médias? Non, bien, oui. Et au village, ils l'ont vécu comment, à Maillac? Ah, ils sont fiers. Ah ouais, ils étaient contents. Puis ça fait connaître le village. Vous savez, depuis 2007, on a 15 à 20 000 personnes qui viennent par an à Maillac. C'est fou. C'est fabuleux. Alors, avec les médias, au départ, vous avez peur, effectivement, de la forte exposition médiatique que constitue la candidature à l'élection présidentielle. Et vous dites à Francine, votre femme, je vais en prendre plein la gueule, est-ce que tu te sens capable de supporter ce qui va se dire? Et elle vous dit, si ça te fait plaisir, vas-y, quoi. Les enfants, je vais m'en occuper. Voilà, ça a été un deal entre vous au départ, quoi. Voilà. Elle s'est occupée de cette partie maison, enfants, et puis moi, je me suis occupé des médias. Voilà. Mais est-ce qu'il s'est dit des choses extraordinaires? Non. Non. Je n'aurais pas permis. Oui, puis c'est pas... Je n'aurais pas permis. Il n'y a pas eu de secrets qui ont été trahis à ce moment-là. Non. Simplement, Francine, elle vous demande de prendre 2 repas par semaine à la maison. Hein. Voilà. Et ça, on s'était mis d'accord. Et tous les mercredis, j'étais à Maillac. Voilà. Bon, des fois, je bordais sur le jeudi matin. Puis je remontais sur Paris. Pourquoi? Pour pas prendre le melon, pour pas perdre le contact avec les réalités, c'est ça? Oui, pour rester au contact avec ma population, avec mon entreprise, bien sûr, mes clients et tout, et puis pour ma vie de famille personnelle. Moi, je trouve c'est important, ça. Bien sûr. C'est un équilibre important. En fait, vos rapports aux médias étaient gérés par 2 membres du Parti des travailleurs. Il y en a un qui était un ex-journaliste qui organisait, et l'autre qui était un ex-chauffeur de taxi qui, lui, vous conduisait. Mais enfin, à la fin, c'est quand même vous qui choisissez, quoi. Alors, non. Vous avez refusé de faire l'émission de Laurent Ruquier, Gérard? Oui. Il y a certaines émissions qui ne me paraissent pas intéressantes, tout au moins qui ont rien à faire dans une campagne présidentielle. Et quand on m'invitait à des émissions comme ça, je dis non, ça ne m'intéresse pas. On disait quand même Chivardi, la terreur des plateaux à l'époque, moi je me souviens. Hein. On ne me donnait pas les questions, je répondais, moi, du fond du cœur. Alors des fois, les journalistes étaient surpris. Quelle émission vous avez préférée? C'est une émission qu'il y avait sur Canal+, c'était Laurence Ferrari. Alors, je ne me rappelle pas ça, c'était le dimanche. Dimanche plus. Voilà. À mes yeux, la plus grande journaliste. Et je me suis régalé. J'ai passé 1 heure avec elle. Des bonnes questions, si vous voulez. C'était vraiment politique. Alors, ça vous a coûté de l'argent, cette histoire-là? Parce que, bon, vous aviez 700 000 euros, vous avez dépensé 696. Mais est-ce que vous, personnellement, ça vous a coûté de l'argent, cette Non. histoire? Il y a quand même un manque à gagner avec l'entreprise de maçonnerie. Disons 20 à 30 000 euros de ma poche, c'est le maximum. Oui, ça va.
C'est pas terrible. Oui. C'est pas terrible. Alors dites-moi, vous avez quand même rencontré des gens, des filles, vous n'avez pas été tenté à des moments quand même dans cette campagne par des jolis journalistes avec qui vous accompagnaient Non. Non. Fidèle à Francine. Fidèle à Francine, hein, et puis j'étais pas pour ça là. Hein. Ouais. Là, on était pour discuter de la France. Ouais. Non. Quel a été le meilleur moment de toute cette campagne, Gérard? C'est le soir des résultats du premier tour. Ouais. Quand avec tout le village, on a fait une immense fête à Maillac. Ouais. Ils m'ont fait une grosse surprise. Hein. Ils avaient mis des télévisions à la salle des fêtes et tout. Ils ont fait cuire de la saucisse, C'était fabuleux. Tout le village était en fête. Ouais. Et c'est quand même... C'est bien, quoi. Voilà, hein. Quel a été le pire moment de toute cette campagne? C'est quand les journalistes se sont mis en tête de me faire passer pour un homme d'extrême gauche. Ouais. Ça, alors, ça me travaille encore. Hein. Ah ouais. Voilà. Vous n'êtes pas d'extrême gauche? Non. Vous n'êtes pas un sous-marin de l'extrême gauche? Non. Pourtant, vous êtes associé à l'époque avec Luc Stein, le Parti des Travailleurs. Ils se sont proposés sur la défense des communes et la défense de la République. Oui. Ça aurait été le Parti socialiste qui serait venu me trouver. Ouais. J'aurais dit oui. Ouais. Moi, c'est bon. Et voilà, mais je ne suis pas extrêmement... Je suis un vrai républicain. Ouais. Je l'avais dit par la campagne, sûrement le dernier vrai socialiste. Oui. Républicain, laïque, voilà. Anticlérical, voilà. Enfin dans la grande tradition... Voilà. Et vraiment socialiste. Alors, le problème, c'est qu'à la présidentielle, Gérard, vous faites 0,34 quand même. Vous êtes le dernier, quoi. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème parce que depuis 2007, il y a un changement dans le pays. On parle des directives européennes. Ouais. Avant 2007, on ne parlait jamais des directives européennes. Moi, j'ai amené ce débat sur les directives européennes et le fait qu'on ne gouverne plus. Dans chaque pays, personne ne gouverne. Vous savez, souvent on me dit, mais vous ne critiquez pas le président de la République. Ouais. Et je dis, pourquoi vous... C'est un soldat. Il obéit, il ne gouverne pas, on le sait bien maintenant, vous le savez comme moi. Bon, c'est l'Europe qui décide maintenant. C'est l'Union européenne, pas l'Europe. Je suis un Européen convaincu, mais un Européen des peuples libres travaillant ensemble. Donc vous dites, oui, dans les 300 000, c'est le score que je m'étais fixé, j'étais heureux, quoi. Oui, voilà. Heureux. Daniel Gluckstein, lui, qui avait été candidat en 2002, vous avez dit, 6 mois après, c'est fini, rideau, tranquille et tout, tu verras. Et en fait, vous, pas du tout. Eh non. Ça a continué depuis. Et ça continue sans arrêt. Je veux dire, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas du courrier à la mairie, ou des gens qui passent me voir, des journalistes. Par exemple, j'avais annoncé en 2007, je me rappelle, une émission sur BFM, bon, peu importe sur le nom, qu'il fallait renationaliser le système bancaire tant qu'il était temps. Et un an après, il s'est cassé la gueule. Et il ne s'est pas relevé encore. Hein. Non. Et c'est nous qui payons, là. Hein. Alors, vous existez aussi beaucoup, quand même, il faut le dire, grâce aux imitations de Canteloup. La première fois qu'il vous a fait passer pour un ivrogne chez Drucker, Francine vous dit, non mais attends, c'est une catastrophe, quoi. C'est terrible, il te fait passer pour un ivrogne. Et finalement, vous avez été invité par Drucker, et quand vous arrivez au studio Gabriel, donc, vous tombez sur Canteloup, il a peur de vous. Ah oui, oui. C'est un homme qui avait peur. Il avait peur. Ah oui. Je suis arrivé, quand on vous voit en même temps, bon... J'ai fait signe. Ah oui. Il était en train de répéter sur scène. Et il n'osait pas venir, hein. Drucker est allé le chercher, ils ont discuté et il est venu me trouver. C'est un homme extraordinaire. Nous sommes devenus... On ne se voit pas, hein, je ne veux pas vous dire. Mais bon, on s'est vu 4 ou 5 fois depuis avec Canteloup et c'est quelqu'un de bien. Ah oui. Et en fait, vous ne buvez pas, en fait. Ah non. Enfin, pas plus que tout le monde, quoi. Non, je ne bois pas d'apéritif ni rien. C'est ça. Je bois du vin à table. Oui. Normal, quand on est de chez vous, c'est le pays. C'est le Minervois. Donc je bois un verre et demi de vin rouge à table, mais c'est tout. Je ne bois pas d'apéritif ni rien, c'est pas... Donc aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque de l'élection présidentielle? Non. Non, quand même, tous ces journalistes qui vous courent après. Non, c'est pas... C'est une chance inouïe d'arriver là. Vous dites, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai vécu des moments que tout Français ou Française mériterait de vivre. Voilà. D'abord, ça changerait la mentalité des gens. Ils verraient cette espèce de brouhaha permanent, cet argent qui coule à flot. Quand vous êtes en train de travailler, de souder, voilà. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. J'ai vu des choses quand même très choquantes. Par exemple
des débats où il y avait un buffet qui valait une fortune. Rien que le prix du buffet, vous nourrissez 10 familles pendant des mois et des mois. Alors quand c'est 2 buffets par jour, 3 buffets par jour, voilà, c'est de l'argent gaspillé. Si c'était à refaire, Gérard, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Si c'était à repartir dans une campagne présidentielle, il faut s'y prendre plus à l'avance. Nous, on est parti 3 mois avant. Voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe comme épitaphe? Il aimait un pays qui s'appelait la France. C'est bien. Ben merci Gérard, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'accueille Julia Chanel. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le journal du Hard. Pour cette première, on ne se connaît pas encore très bien, mais je vous offre tout de suite un cadeau de bienvenue. Une sélection des filles qui cartonnent sur la planète. 14 actrices approuvées par le public et sélectionnées par notre spécialiste Henri Gigou, qui les a classées en 3 catégories. Les ventes classiques, les beautés naturelles et les lolitas. 14 raisons de se faire une opinion, et plus si affinité. C'est au cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, que tout le monde en a parlé à retrouver Julia Chanel, l'ancienne star du porno en période de reconversion. Il fait son footing. Je fais on va dire du sport depuis une vingtaine d'années. Ça permet d'évacuer, de réfléchir, de se remettre bien, quoi. Donc c'est important. C'est pas que physique. Puis en même temps, j'ai plus non plus, j'ai plus 20 ans non plus, donc il faut aussi que je m'entretienne, quoi. Ça va pas se faire tout seul, quoi. Son corps est toujours son outil de travail, mais désormais Julia, la sulfureuse, est actrice et chanteuse. Elle vit à Londres et c'est l'enregistrement de son nouvel album qui la ramène à Paris. Pour l'heure, c'est l'inspiration qu'elle cherche dans l'une des librairies les plus en vue de la capitale. Elle réfléchit aux photos du livret qui accompagnera son album. Bettina Reims, là par contre, je connais bien puisque j'ai eu la chance de travailler avec elle. J'adore son travail. J'adore tous les livres de photos sur le Mali. Ça, c'est le pays d'Ogon. J'essaie de trouver un petit peu l'univers, quoi, essayer de faire quelque chose de différent. On va faire beaucoup de noir et blanc. Des images quand même assez chocs, mais jamais tomber dans la vulgarité, quoi. Ça, j'adore. Ça, c'est le genre de noir et blanc que j'aime. Julia profite également de son passage à Paris pour revoir ses amis. Et aujourd'hui, elle déjeune avec celle qui fut également son attachée de presse. Bonjour. Vue sur l'Arc de Triomphe. Voilà. Ça va, ma puce? Ça va. Désolée pour le retard. On s'est connus à peu près 13 ans. Ouais, au bain. 22. Voilà. Quel genre de femme volontaire, courageuse, surtout très courageuse, persévérante et sensible. Enfin voilà, vraiment. Je sais ce que je veux. Donc c'est vrai que c'est difficile de déléguer à des gens parce que je suis souvent pas contente. C'est vrai que j'ai appris très vite et très jeune à tout gérer moi-même et j'adore ça en même temps. Et après, je travaille avec des gens où je sais que ça va exactement correspondre à ce que j'aime et où on se connaît très bien, voilà. Quand on se connaît très très bien, il n'y a aucun souci. Direction Montreuil-sous-Bois, en proche banlieue parisienne, où son manager l'attend pour l'enregistrement de son prochain titre, une reprise. C'est un nouveau single. C'est une reprise d'un morceau des années 80. La chanson est une reprise qui parle d'amour, un tube de Sheila E. She saw him standing in a section marked. If you have to ask, you can afford the lingerie. She threw him bread and said to make me scream. In the dark, what would he say? Real love is real scary. Money only pays the rent. Pour Julia Chanel, l'heure est venue de poser pour les photos de l'album.
Un aérodrome pour décor, un body léger, très léger, et un ventilateur pour un effet maximum. De toute évidence, Julia ne mise pas que sur les textes pour vendre ses nouvelles chansons. Souhaitons à Julia Chanel que son Hot d'or devienne victoire de la musique. Et maintenant, la lumière se rallume sur Julia Chanel. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors Julia, vous êtes née le 3 novembre 1973 à Paris sous le nom de Julia Saut. C'est ça. Père d'origine malienne. Peul, exactement. Mère normande. Ouais. Alors vos parents sont issus de familles aisées. Votre père, né à Bamako, est arrivé à Paris après son bac pour faire les beaux-arts. Mais sa famille a connu des revers de fortune. Il faut dire aussi qu'il préférait faire la fête que suivre des cours, non? C'est vrai que c'était plutôt une période où ils avaient envie de faire la fête. Ouais. Voilà. Vos parents étaient assez inadaptés à la vie. Hein. C'était des artistes un peu bohèmes. Oui, mon père surtout. Ouais, ils étaient passionnés, mais un peu autodestructeurs quand même. Bah, disons qu'ils ont préféré privilégier leur relation intime plutôt que celle avec leurs enfants. Voilà. Alors votre mère, elle picolait, non? Ouais. Des fois, elle disparaissait plusieurs jours, elle revenait. Ouais, c'était assez fréquent, des sortes de fugues auxquelles on s'habitue, à force on s'habitue. Au début c'est un petit peu déstabilisant, puis après ça fait partie du quotidien. Donc, Et votre père était violent avec elle? Ouais, ça arrivait. Ouais. Ça arrivait. Ouais. Alors, quand vous naissez, ils ont déjà plusieurs enfants qui sont placés à la DAS ou dans les familles d'accueil. Et vous êtes la seule qu'ils ont élevée, quoi. Ouais, la seule qu'ils ont gardée, la dernière. Ouais. Bon, bah voilà, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu d'explication. Enfin, je crois que je suis passée entre les gouttes, hein, quand même. Ouais. Alors voilà, un jour pendant les vacances, vous voyez votre mère se faire sauter par un voisin. Voilà, c'est des choses dont j'ai parlé dans mon livre. Parce que dans le livre, ça fait partie de toute ma vie et évidemment, il fallait en parler pour expliquer peut-être des choses qui se sont passées après et dans mes choix, mais d'accord. Voilà. Alors, quand vous naissez, vos parents occupent une chambre de bonne à 250 francs par mois, passage Ramée dans le 18e. Ensuite, ils déménagent dans une HLM à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. C'est là que vous grandissez. Encore à mon époque, la Seine-Saint-Denis, c'était pas encore la Seine-Saint-Denis d'aujourd'hui. C'était encore assez paisible. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais on pouvait y vivre quand même pas trop mal, quoi. Alors, le drame de votre enfance, c'est quand votre frère Laurent, qui était un petit peu votre ange gardien, se jette par la fenêtre du 7e étage. Pourquoi? On ne sait pas, enfin, on n'a jamais su, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, mais ouais, ça a été très très dur, parce que c'est moi qui l'ai appris en premier. C'est moi qui ai dû l'annoncer en fait à mes parents, enfin à toute la famille. Donc c'était à 17 ans, c'est un peu dur. Mais bon, enfin, disons que je l'ai accepté en me disant qu'il était mieux comme ça, c'est ce qu'il souhaitait. Donc voilà, il a fallu juste respecter sa volonté, quoi. Alors pour vous aussi, le monde est dur parce que vous devez vous construire toute seule et éviter les pièges qui guettent les jolies filles dans les cités. Ouais. Bah, à cette période-là, ça allait encore parce que j'étais un garçon manqué jusqu'à 18 ans. Voilà, jusqu'à 18 ans. J'avais beaucoup de mal à accepter ma féminité, donc je cachais tout. Je cachais mes fesses sous des pulls, je cachais mes seins, je parlais comme un garçon, j'avais une démarche de garçon. Je voulais surtout éviter d'avoir une interaction, justement, avec les garçons. Très tôt, vous découvrez le pouvoir que votre beauté exerce sur les hommes. Vous décidez de vous en servir, vous êtes ambitieuse, vous êtes volontaire. Et rapidement, le cinéma porno vous apparaît comme un moyen d'échapper à votre milieu et connaître une ascension sociale rapide. Oui, c'est vrai. C'est ce qui s'est présenté, ça a été ça, comme j'aurais pu faire autre chose. Et comme je suis pas peureuse, assez téméraire, et que j'aime bien faire des choses un petit peu décalées, je l'ai fait. J'ai foncé tête baissée, mais c'était pas irréfléchi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans la période où j'ai fait des films, c'était calculé, pensé. Voilà, il y avait une vraie stratégie, entre guillemets, derrière. Quoi. Vous n'étiez pas une victime, quoi. Non.
À ce moment-là, Julia So va devenir Julia Chanel. Et vous débutez comme mannequin de charme en posant pour une marque de maillot de bain, ensuite des magazines érotiques, Playboy, Penthouse. Vous dites à 18 ans, je n'aimais pas mon corps, je le trouvais trop formé, avec une trop grosse poitrine, des trop grosses fesses. La photo a été comme une thérapie qui m'a permis d'accepter mon physique et j'ai fini par me plaire. Ça m'a donné la confiance, puisque forcément, quand on pose devant un objectif, on commence à s'aimer. Donc ça a bien marché. Alors, le premier porno que vous tournez, c'est dans la boîte échangiste d'Alban Serré. Oui. Et en fait, vous l'aviez vu, Alban Serré, dans un film porno. Enfin, ma première scène, ça se passait au Clos, qui était la boîte d'Alban Serré à l'époque. Et donc, quand je suis arrivée, il a ouvert la porte et je suis tombée nez à nez avec sa tête. Je me suis demandé, mais je l'ai déjà vu quelque part. Et c'est après que je me suis rappelé que je l'avais vu étant petite, quand j'avais surpris le voisin qui est à côté, qui nous prêtait la maison, en train de regarder un film avec Alban Serré. Donc ça faisait tout un truc assez bizarre. Ouais. Alors là, évidemment, vous gagnez 7 000 francs en une journée, c'est énorme, hein, parce que voilà, vous vivez dans un HLM, vous rêvez d'être célèbre, vous rêvez d'une vie de strass et de paillettes, et le X représente pour vous un tremplin social incroyable. Comme un autre, comme un autre. Comme le rock'n'roll ou la boxe. Oui, c'est en même temps, bon, c'est vrai que c'est atypique, mais bon, si après tout dépend comment on le fait, si on sait pourquoi on le fait, si on maîtrise, qu'on n'est pas victime, il n'y a pas de... Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous dites le sexe m'intéressait pas plus que ça, vous n'étiez pas spécialement excité, quoi. Non, c'était... quand je travaillais, quoi. J'étais pas là pour m'envoyer en l'air, donc... Je travaillais, je serrais la main et je rentrais chez moi. Ouais. Après qu'il soit essuyé les mains, évidemment. Vous dites le premier tournage, j'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait, en fait. Non, j'ai pas réalisé parce que ça a été très très vite. Donc c'est après coup, quand je suis retournée à la fac, je me suis dit, bon. Quand même. Alors au début, vous pensiez faire qu'un film, et les filles nouvelles sont très demandées, évidemment, dans le porno. Et puis alors, vous avez des propositions qui vous intéressent, et puis vous continuez. Les propositions sont arrivées de tous les côtés, et puis finalement, je suis partie tout de suite aux États-Unis. Ouais. Et puis, en fait, la majeure partie de ma carrière, elle a été faite là-bas, quoi. C'est ce qui vous a rendu mondialement célèbre. Oui. Vous dites, tout ce dont je rêvais, le X me l'a permis, voyager, vivre dans des endroits sublimes, luxueux, participer à d'immenses fêtes. Effectivement, j'ai eu accès à tout ça, mais ça peut paraître un peu peut-être fou, mais l'ambition première, quand j'ai fait ça, c'était quand même pour arriver à une passion. Ouais. Et ma passion, c'était la musique. Ouais. Donc c'était peut-être un peu fou de dire qu'en passant par le X, j'arriverai à la musique, mais finalement, c'était pas si fou que ça. Alors en 18 mois, vous allez tourner 140 films. Ouais. En Europe, aux USA, avec les meilleurs réalisateurs du monde. Et là, vous rencontrez Rocco Siffredi. Oui. Vous êtes tombée amoureuse, hein? Non, disons que quand on rentre dans ce milieu-là, tout le monde était là. Rocco, c'était un peu le dieu, quoi. C'était le Alain Delon du porno, quoi. Alors, en 93, malgré la proposition du studio américain Vivid, vous mettez un terme à votre carrière. En fait, vous partez faire un reportage au Congo-Brazza sur le sida pour votre vidéo. Oui. Et là, vous dites, j'ai vraiment eu une peur atroce, quoi. Je me suis retrouvée aux côtés de malades du sida, en fait. Ouais. Mais vraiment comme ça, quoi. Et en plus, pas des malades qui étaient dans des beaux hôpitaux où il y a le confort et tout. C'était vraiment dans des conditions atroces. C'était des bébés. J'ai vécu ça pendant 15 jours. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait peut-être arrêter de jouer à la roulette russe. Et que c'était une maladie atroce. Enfin, surtout à mon époque, le préservatif n'était pas du tout de rigueur sur les plateaux. Ouais. Donc, quand on y pense, c'était quand même super risqué, quoi. Et d'être passé entre les gouttes, c'est miraculeux. Ouais. Certains acteurs qui avaient des certificats médicaux pouvaient être douteux, bidons. Oui, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Il n'y a qu'une seule protection qui soit réelle, c'est le préservatif, il n'y en a pas d'autre. Alors vous dites, j'étais trop angoissée, ça devenait impossible de tourner. J'ai essayé de rallier tous les producteurs, tous les acteurs, à dire, voilà, venez, on se met tous ensemble, on dit qu'on refuse de tourner s'il n'y a pas de préservatif. Et finalement, je me suis retrouvée toute seule. Ah oui. Donc j'ai dit, bon, ciao. Voilà, et j'ai arrêté. C'est comme ça que j'ai arrêté. Et vous avez des copines qui ont chopé le DAS? Des copines, non, mais des gens, des actrices que je connaissais de nom comme ça, oui. Oui, il y en a eu pas mal. Là, vous arrêtez le X, donc? Oui. Sans regret? Sans regret. Sans regret. Aucun. Et vous présentez le journal du Hard.
Alors là, déjà, vous aviez votre célébrité du porno. C'est une nouvelle célébrité qui s'offre à vous. Comment a réagi votre entourage quand vous avez eu cette notoriété? En fait, au début, toute la période où j'ai tourné, je n'avais pas de contact avec les gens de mon entourage parce que j'avais tout fermé, j'avais tout coupé. Je voulais pas avoir à m'expliquer. Vos parents le savaient? Oui, ils savaient, mais on n'avait pas de contact. D'accord. Donc je me suis mis comme dans une bulle. Ouais. J'ai fait mes trucs et après, une fois que je suis sortie du milieu, là, j'ai commencé à reprendre contact avec les gens. Quelles ont été vos relations avec les médias à cette époque? J'ai jamais eu de soucis avec les médias réellement parce que, je sais pas, peut-être que j'avais une image assez bonne, ils n'avaient pas trop envie de me taper dessus. Et puis peut-être qu'ils n'avaient pas non plus trop de raison puisque j'ai toujours assumé ce que je faisais. Vous avez gagné de l'argent? On fait pas ça pour devenir richissime, c'est plus pour essayer d'en faire quelque chose après. Parce que c'est pas le cinéma traditionnel, c'est pas les mêmes cachets, ça n'a rien à voir. Alors l'amour, comment ça s'est passé dans tout ça? L'amour? Oui, parce que quelqu'un qui sort avec vous, quand même, il doit se justifier. On lui dit, ah, t'es avec Julia Chanel, donc le mec doit expliquer qu'en fait, vous êtes une fille formidable, etc. Ah oui. Comment ça s'est passé? Je dois dire que j'ai quand même, pour l'instant, toujours eu de la chance. Surtout à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un qui m'a épaulée pendant toute la période où je travaillais. Et encore après, quand j'ai arrêté, donc ça m'a beaucoup aidé d'avoir quand même un soutien, parce que j'avais personne sinon. Donc, et puis par la suite, j'ai quand même en général jamais eu trop de problèmes. Je suis quand même tombée sur des personnes qui n'avaient pas trop peur d'assumer, même si à la limite ça me gênait plus moi pour eux. Je disais, t'es sûr, ça te fait pas chier je rencontre ta mère, peut-être pas. Et voilà, après... Mais de toute façon, les choses, elles sont déjà sur la table. Donc, ça n'a pas rebuté des hommes dont vous étiez amoureuse? Non. Quel était le meilleur moment de toute cette époque, l'époque du hard? Je dirais c'est toute ma période aux États-Unis, en général. Parce que déjà, je découvrais l'Amérique. Je suis arrivée là-bas, je parlais pas un mot d'anglais. J'étais toute seule. C'était quand même, à 18 ans, se retrouver en Californie toute seule. J'ai eu des très bons souvenirs quand même. Et le pire moment? C'était sur un tournage en Italie, où c'était juste, où je me suis barrée carrément, quoi. Je voulais pas tourner avec les gens qui étaient là. Voilà, il y avait une ambiance qui était juste pas agréable. Et, on vous demandait des choses que vous n'aviez pas envie de faire? Quand on me demandait des choses que j'avais pas envie de faire, je les faisais pas. C'était simple. C'était non, quoi. Et je voulais pas être une serpillière, quoi. Il vaut mieux. Alors ensuite, bon, le journal du hard, ça vous ennuie un peu. Vous voulez pas être une potiche qui lit un prompteur. Vous dites, on ne me laissait rien faire. Exactement, parce que moi j'étais venue avec l'idée d'amener des choses, de faire une émission un peu dynamique et tout. Je trouvais que c'était plan-plan, donc j'avais dit, on faut faire un truc un peu plus jeune, mélanger sexe, mais plus funky, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui était prévu. Donc je me suis retrouvée à lire un prompteur. Je pouvais même pas changer 3 lignes. Bon, c'était un peu pénible. Et donc, basta. Et je suis repartie sur MCM où là, j'étais... C'était la bonne époque de MCM, absolument. Super, Vous avez fait des shows aussi dans des clubs? Oui, partout, en Europe, partout. Je suis allée partout, même au Japon. Et alors, il y a un incident assez symbolique de votre changement de vie, c'est l'incendie. Oui. C'est-à-dire que là, il y a un incendie chez vous et tout ce que vous aviez accumulé, ce que vous appelez votre butin de sexe... parti en fumée. C'est fou. Ouais. Non, c'était bien, ça faisait un peu comme une sorte de purification. C'était un peu pour enlever le passé et puis repartir sur des nouveaux... Enfin, pas enlever parce qu'il sera toujours là et ça fait partie de moi, mais pour repartir sur des nouvelles bases, quoi. Puis avoir ses DVD, ses cassettes, toutes ces photos, les awards, les machins, partis en fumée, c'était pas plus mal, quoi. Mais c'était grave cet incendie, non? Vous auriez pu mourir. Ils m'ont sauvée à, je sais pas, à 1 minute près, j'étais morte, quoi. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de la grande époque? Ah non, moi je suis nostalgique de rien du tout, parce que ma vie, la vie que je rêvais d'avoir, c'est maintenant que je l'ai. C'est quand je chante, quand je suis en studio. Voilà, c'est ça. J'ai rêvé de ça depuis que j'ai 5 ans. Vous avez de la rancune contre certaines personnes de cette époque, non? Absolument pas. Du tout. Aucune. Aucune rancune. C'est pas bon la rancune. Oui. C'est pas bon. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil?
je n'aurais pas fait ma carrière en France. Je l'aurais fait uniquement aux États-Unis. Ouais. Voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Julien? Elle était drôle. Puis très belle, surtout. Voilà. On pourrait écrire ça aussi. Merci. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci Julien. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.